voudrais vous remercier d'être présent pour cette soirée exceptionnelle parce que tout simplement nous recevons un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel, le père Patrick Desbois, qui est un passeur de mémoire, qui est quelqu'un qui s'engage pour qu'aujourd'hui et demain ne ressemblent pas à hier. Et lui, il ne s'engage pas avec des mots, mais il s'engage dans une action qui n'est pas des plus faciles, et c'est d'autant plus son mérite. Alors, tout le monde connaît Patrick Desbois, mais pour ceux qui le connaissent un peu moins, je voudrais vous dire que Patrick Desbois a peut-être raté une vocation. Il aurait pu être prof de maths, puisque il a étudié les maths, il a d'ailleurs enseigné, me semble-t-il. Et donc notre grande chance, c'est que lui n'a pas décidé de faire comme Cédric Villani, le mathématicien, de se présenter aux élections municipales de Paris. Plus sérieusement, euh, on va être obligé de se vouvoyer, hein, ça va être sérieux là. Voilà, alors écoute, bon, on va se tutoyer. Hein, alors sur ce qu'il dit être un coup de Quand il me parle, il me dit jamais Père Patrick Desbois, c'est que parce que vous êtes là. oui, 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 c'est pour faire sérieux. Alors, ce que tu racontes dans le livre dont on va parler, c'est que un jour, tu as un coup de foudre et tout d'un coup, tu deviens religieux. Et tu te dis, bon, je fais quoi moi? Je deviens catholique ou je deviens protestant? Et donc, si tu veux, tu nous expliqueras comment l'homme qui venait de cette famille, tout d'un coup, a rencontré la foi. Et puis, on le sait, il y a eu cette rencontre, je crois, avec Mère Teresa, qui a été quelque chose d'absolument fondamental. Et puis, donc, tu as été ordonné prêtre, et puis on va te retrouver directeur du service national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme, et tu succèdes à des hommes absolument remarquables, qui sont le père Dupuis, qui sont le père du Jardin. Tu travailles avec celui que tu considères comme étant ton maître, le professeur Charles Favre de Lyon, qu'on a bien connu ensemble. Et puis, tout à fait naturellement, tu vas à Lyon travailler avec Monseigneur de Courtrai, et puis bien sûr avec Monseigneur Lustiger, lors de grands moments qui ont contribué à rapprocher les Juifs et les catholiques. Et donc tu vas occuper cette fonction jusqu'en 2016. Et depuis 2003, tu es consulteur de la commission du Saint-Siège pour les relations religieuses avec le judaïsme. Et puis il va y avoir une révélation qui est liée à ton histoire familiale, dont on va parler tout à l'heure. Je dirais le fait de te rendre en Ukraine, où ton grand-père a été déporté, qui va être vraiment, je pense, un bouleversement de ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas t'engager dans une œuvre qui a été évoquée, qui va être finalement de retrouver tous ces juifs dont on ne parle pas et qui ont été tués dans ce qu'on appelle proprement ou improprement parlé la Shoah par balle. Et puis il y a 2 ans, on s'est retrouvé tout à fait dans un autre contexte. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'était vu, eh bien, tu étais, je dirais, toujours en train de te préoccuper de l'humain,
toujours en train de dénoncer des génocides, tout le temps à essayer de trouver de vraies solutions, tout le temps à essayer d'alerter l'opinion publique. Et tu avais fait un travail que tu continues d'ailleurs à propos d'une minorité en Irak que presque personne ne connaît ou ne reconnaît, qui sont les Yazidis, et qui ont été et qui continuent à être les victimes d'un génocide perpétré par l'État islamique. Et nous avions eu l'occasion, il y a 2 ans maintenant, de faire une soirée autour du livre qui s'appelle La fabrique des terroristes. Et aujourd'hui, on te retrouve avec un nouveau livre. Et lorsque je dis un nouveau livre, c'est que tu nous as fait un cadeau fabuleux, puisque ce livre, qui s'appelle La Shoah par balle, eh bien, il sort aujourd'hui, vraiment aujourd'hui en librairie. Et donc, on peut le dire, c'est une première mondiale. Et Patrick, tu nous as fait un immense cadeau que de réserver ta première présentation ici à l'Écuge. Alors, on se souvient d'un livre que tu avais écrit en 2005 qui s'appelait Passeur de mémoire, porteur de mémoire, mais on peut dire que ce livre qui sort aujourd'hui en 2019, alors je ne sais pas si on peut le qualifier de continuité, s'il faut dire, eh bien, s'il y a un angle différent, mais pour introduire ce livre, et ensuite, donc je te céderai la parole, je voudrais vous dire un extrait de la préface de ce livre qui a été fait par Denis Péchanski, dont tout le monde connaît l'érudition et les qualités. Péchanski raconte que le père Patrick Desbois se retrouve à Belzec et qu'il est à la recherche, comme lui, d'hommes d'église. Et il va rencontrer un homme d'église qui se trouvait à côté du camp de Belzec il y a plus de 40 ans. Et il écrit « La discussion fut aisée et comme entendu, le curé, donc le curé de Belzec, le conduisit à l'étage et ouvrit sa fenêtre. « Tu vois là-bas, dit-il en substance, il y avait les crématoires. C'était terrible. Un moment d'émotion qui est partagé bien sûr par le père Desbois. C'est terrible, continue l'ancien curé. Tu te rends compte ? J'étais obligé de garder la fenêtre fermée car ma vieille mère était asthmatique. La seconde histoire se déroule toujours à Belzec. Et le père Desbois va rencontrer un maçon qui est très honoré de rencontrer un prêtre. Et il lui raconte le soin qu'il a mis à construire une chambre à gaz en veillant à la parfaite échantéité des rodins de bois. Et Patrick se dit, mais c'est un être humain, il va y avoir chez lui, comment dirais-je, un ressentiment. Et Patrick Desbois commence à être désespéré, car il n'y a aucune ombre de culpabilité, aucune compassion. Et puis, après un long silence, ce maçon se dit « Ah oui, je ne suis pas bien ». Et Patrick Desbois lui demande « Pourquoi ?» Il va avouer qu'il a été effondré parce qu'il a construit un four crématoire pour les Juifs. Et sa réponse est « C'est terrible, mon père. J'ai dû travailler le dimanche. C'était le jour du Seigneur. » Voilà. Donc, c'était un petit peu pour introduire
ce livre qui traite de ce qu'a été donc la Shoah par balle depuis l'entrée des Allemands en juin 1941 à 1944. Et ce livre, au fond, c'est bien sûr un livre sur la façon dont les nazis ont procédé à l'exécution de, je crois, 1,7 million, on peut dire, hein, 1,7 million, près de 2 millions de juifs. Mais bien sûr, ils n'étaient pas tout seuls. Mais bien sûr, c'était en plein air. Mais bien sûr, il y avait des témoins. Mais bien sûr, il y avait des complices. Alors c'est tout ça ce livre. Patrick, c'est à toi. J'ai mon micro. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais bien loin, j'étais en curé paroisse, j'avais emmené des jeunes pour faire un pèlerinage pour voir Jean-Paul II à Czestochowa, donc j'étais tout à fait dans d'autres horizons. Et c'est vrai que lorsque nous sommes passés à Belzec et qu'on m'a dit le curé est là, le curé de Belzec, j'ai dit mais comment le curé de Belzec? On m'a dit celui qui était prêtre, il prenait ses vacances, il est originaire de là et il nous a reçus très très gentiment avec sa famille et tout cela. Et il a admis qu'effectivement, il regardait les trains arriver, les Juifs emmener la chambre à gaz, etc. Et je lui dis, mais ça vous faisait rien de voir tous ces morts? Et il m'a répondu ces fameuses phrases en disant, si, parce que ma mère ne supportait pas la fumée, et j'ai perdu tous mes après-midi à m'en occuper. Et c'est vrai que moi, je suis quasiment tombé malade toute la nuit avec ça. Parce que cet homme était un homme de bien en plus. Ça aurait été un fasciste, un méchant, pas du tout. Il avait consacré sa vie à s'occuper des aveugles, et il avait fait des tas de bonnes choses, mais il y avait un décrochage. Il ne percevait pas les Juifs comme des êtres humains. Et le seul problème, s'il n'y avait pas eu la fumée, il n'y aurait pas eu de problème. Et depuis, on retravaille actuellement sur le cas de Français qui étaient des volontaires travailleurs à Auschwitz. Et notamment, j'ai aussi rencontré l'un d'eux qui était devenu prêtre, âgé, et je lui dis, mais comment vous circuliez entre là où vous logiez et l'usine? Mais il dit, on était libre. Et puis, je lui dis, mais vous n'aviez pas peur des chambres à gaz? C'était quand même très près de chez vous. Et il m'a répondu cette phrase terrible. C'est aussi un homme tout à fait social. Je ne parle pas de gens qui sont d'extrême droite, qui détestent les juifs. Ce sont des gens, tout le monde. Et il m'a dit, on évitait les portes des camps au cas où ils se trompent. Donc, ça a été très dur de comprendre qu'on pouvait vivre à côté d'un site d'extermination, qu'on pouvait voir une extermination, qu'on pouvait être témoin ou qu'on avait dû travailler ce jour-là et qu'on se portait très bien. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut, si on veut enquêter sur la Shoah, on est obligé de changer de registre. Je me rappelle, moi j'ai beaucoup travaillé avec Richard Prasquier, que vous connaissez, qui était l'ancien président du CRIF, et il m'a dit avant, j'imaginais que les gens qui habitaient à côté d'Auschwitz, ils avaient des yeux bizarres, des oreilles bizarres, et j'ai découvert qu'ils étaient comme nous. Et donc pour enquêter, il faut accepter l'humain. Le plus difficile, c'est d'accepter de savoir quel est l'humain qui est à côté d'un génocide, et qui est comme vous et moi, et qui n'est pas spécialement névrosé, et qui a envie de parler en plus. Donc notre secret un peu, je suis pas tout seul, et il y a des gens qui sont avec moi, il y a RAD, on est 29 plein temps, les gens parlent que de moi parce que j'écris des livres, mais on est toute une équipe, toute une structure, et on a filmé plus de 7000 personnes qui étaient présentes au crime des Juifs, ou bien contre les Juifs, ou bien contre les Roms, et ils parlent effectivement très calmement de ce qui s'est passé. Certains pleurent aussi parce qu'ils ont vu leurs amis se faire tuer. Une dame, je me rappelle, était amoureuse d'un jeune Samuel. Elle a essayé même de le rejoindre dans la file. Il y a aussi des gens qui ont sauvé des Juifs. Mais je dirais, indépendamment de cela, qu'ils aient sauvé ou qu'ils aient dénoncé, moi, dans tous les témoins que j'ai interviewés, j'ai pas interviewé de gens qui arrêtaient de travailler pendant qu'on tuait les Juifs. Sauf une personne. Ils pouvaient continuer de moissonner ou bien s'ils étaient curieux, ils montaient sur un arbre pour regarder, ou un grand-père mettait sa petite fille sur ses épaules en disant « Est-ce que tu vois bien ?» Et la vie, un génocide se glisse dans un village, la Shoah se glissait dans un village, non pas comme un serpent dans un nid d'oiseau, mais comme dans sa maison. C'est très différent. Et donc la vie du village n'en était pas profondément perturbée. Je me souviens d'une dame qu'on avait interviewée,
elle était à une fête chrétienne, la Saint-Georges, et puis tout d'un coup elle tourne la tête et elle voit qu'on tue les Juifs de l'autre côté du village. Vous voyez, on pouvait organiser une fête religieuse pendant qu'on tuait les Juifs de l'autre côté du village. Et donc elle y va, elle quitte la fête, et tout d'un coup elle voit sa meilleure amie se faire tuer. Donc juive. Donc elle est très émue, et son frère vient la prendre et lui dit « Reviens à la maison, sinon tu auras des cauchemars toute ta vie ». Donc je dirais, c'est typique, on pouvait tuer des Juifs dans un quartier, pas très loin, à vue humaine d'un autre groupe qui faisait une fête, la vie continuait. Et donc je crois que c'est un peu ça que souvent on isole les génocides et la Shoah dans notre tête pour imaginer qu'autour il y a une cloison secrète qui fait que soit il y a des complices qui tuent, mais soit personne n'a vu. Mais c'est pas vrai. Ça se passait aux yeux et au vu de tout le monde. Je me rappelle une dame aussi, elle était à l'école, elle était une petite fille, et le directeur de l'école est venu, a dit demain il n'y a pas d'école, parce qu'on tue nos ennemis. Donc vous pouvez y aller, et on en parlera à la classe d'après. Et elle m'a dit, on était 37, on est arrivé tôt le matin, et elle dit les Juifs n'étaient pas arrivés, les Allemands non plus, on était trop tôt. Et puis tout d'un coup, elle raconte toute l'exécution, et elle dit j'ai beaucoup pleuré. Et je lui dis mais pourquoi vous êtes resté? Et elle me dit cette phrase, elle me dit c'était intéressant pour nous les enfants. Et donc ça aussi je l'ai entendu de centaines de personnes, et je crois que mes collègues qui ont interrogé des gens l'ont entendu aussi de centaines de personnes, c'est intéressant pour nous les enfants. Les gens aiment voir mourir les mauvais qui sont tués, et eux sont choisis pour vivre ce jour-là. Et donc ça transforme complètement aussi les voisins, puisqu'on leur dit vous ne risquez rien, vous êtes choisis pour vivre. Et donc je crois que c'est presque un tabou que d'interroger les voisins, parce qu'on aimerait les classer tous comme coupables, tous comme bien, et c'est très en couleur en fait. Et donc les Allemands, effectivement, arrivaient tout seuls avec leurs armes et de l'alcool allemand, ils n'avaient rien, et tout le reste était fait par des gens qui étaient réquisitionnés par le maire pour toutes les activités, creuser les fosses, combler les fosses, amener les vêtements, etc. Il y a des civils qui apparaissent à toutes les étapes, très organisés, sinon ils n'auraient jamais pu le faire. Donc le livre, c'est un peu, je dirais, ouvrir ces énigmes. Comment ça se fait que les Allemands arrivaient à l'heure le matin, à 5-6 heures du matin, et partent le soir à 5 heures du soir, et tout le monde est mort. D'autant plus que c'est dans des pays où la lenteur n'est pas extérieure à la vie. Myriam Glickerman, qui est là, a organisé avec nous de multiples événements dans les pays de l'Est, il faut lui demander que l'accélération n'est pas toujours au rendez-vous. Donc arriver à l'heure et tuer à l'heure et rentrer, car les Allemands ne dormaient pas dans les villages. Ils arrivaient la nuit, au petit matin, tout était en place, et ils repartaient le soir, et c'était fini, à part Babillard, Bogdanivka, des grosses tueries de plusieurs jours. Donc il y avait une machine humaine qu'ils avaient mise en place, et qui a marché, je dirais, dans tous les villages, pendant des années, sans jamais qu'une attaque de résistants vienne d'ailleurs arrêter cette machine. Donc c'était ça un peu l'énigme du livre que je voulais ouvrir. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à écrire. Le premier livre, je l'ai écrit en 2 mois, et celui-ci en 4 ans. Parce qu'après chaque chapitre, il me fallait faire une pause. Donc c'était non pas répéter ce qui s'est passé, mais réfléchir comment ça a pu se passer et qu'est-ce que ça dit de l'être humain. L'être humain voisin d'un génocide, ça révèle quand même aussi qui nous sommes. Oui, alors je crois que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est qu'au fond, c'était, je vais employer un mot incongru, c'était le spectacle du village. C'est-à-dire que donc les nazis arrivaient à 5 heures ou à 6 heures du matin, allaient liquider tous les juifs, avec des complicités sur lesquelles je vais te demander de donner des éléments, et à 17 heures, au revoir, on s'en va, le travail est fait. Et donc, on a envie de dire qu'il y avait une merveilleuse, et mon mot est cynique, une merveilleuse méthode à l'allemande, qui faisait que tout était pratiquement planifié. Mais bon, alors j'ai envie de poser des tas de questions qui étaient, mais comment savait-on où étaient les Juifs? Est-ce qu'il y a eu des dénonciations? Qui c'est qui allait les chercher? Est-ce qu'il n'y a pas eu des supplétifs, comme quelquefois des collaborateurs, des policiers qui les ont aidés? Et bon, tu disais qu'ils arrivaient sans rien, mais alors, par exemple, qui faisait la cuisine? Est-ce que on se rassemblait pour voir les Juifs exécutés?
Et ensuite, une fois que les Juifs avaient été exécutés, quid, par exemple, des vêtements, de leur maison, etc. Comment se passait une journée ordinaire? Tout cela est très structuré. Mon livre, en fait, c'est une journée, du matin, de la veille plutôt, de la veille jusqu'au soir. C'est ça le livre. C'est reconstruire la journée criminelle et voir pourquoi ça s'est passé. Donc les Allemands d'abord choisissent quel village ils vont tuer. Alors c'est centralisé et en même temps il y a un dialogue avec le village. Moi j'ai interrogé quelqu'un dans un village, je lui ai dit mais il était dans la Gestapo lorsqu'il y a eu le coup de fil pour décider de tuer les Juifs. J'ai dit mais comment vous avez choisi le jour? Ils m'ont dit non, ils nous avaient donné un choix sur 15 jours, on a choisi le jour qui allait le mieux au village. Donc déjà ça se sait. Ils choisissent le jour, donc les Allemands vont d'abord envoyer un homme tout seul ou une équipe qui va choisir où creuser la fosse. Pas creuser la fosse le jour même. Donc les gens, ils vont réquisitionner des gens, ils utilisent le système soviétique. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir le maire, mais c'est pas le maire, c'est une autorité soviétique qui va réquisitionner des gens. Donc les gens reçoivent un petit papier, demain matin, 8h avec votre pelle. On leur dit pas que c'est pour les Juifs. On leur dit que c'est pour des fosses communes de pommes de terre, ou pour des réserves d'essence, ou pour faire des tranchées. Mais enfin, les gens se doutent quand même qu'il y a quelque chose. Et les Juifs voient leurs voisins partir tous les matins avec des pelles au même endroit et revenir le soir. Donc il y a des fois des Juifs qui envoient quelqu'un voir la famille en disant pour qui vous creusez? C'est quoi? Et certaines familles comprennent. J'ai le témoignage de quelqu'un qui avait caché sa fille, son fils, dans une famille et il dormait dans la même chambre que le creuseur. L'autre enfant était creuseur. Et donc la maman sort du ghetto et va demander à la famille mais quelle taille est la fosse? Et quand il a vu la taille, elle a compris que c'était pour eux. Donc elle a ramené son fils dans le ghetto en disant on va mourir tous ensemble. Et donc les gens creusent et quand c'est prêt, donc déjà dans beaucoup d'endroits, le fait de creuser est très malin. C'est-à-dire que c'est fait dans la direction d'une route ou d'une gare de train. Parce qu'il va falloir dire aux Juifs qui sont déportés en Palestine ou qui sont déportés dans une grande ville. Donc il faut qu'ils aient l'idée qu'ils partent. Donc dans beaucoup de villes, c'est dans une direction précise. Et le creuseur, le chef des creuseurs, il va voir la municipalité et il calcule le volume des fosses pour que ça contienne le nombre de gens qui veulent tuer. Et quand les fosses sont prêtes, il y a un signal qui est donné à la région et donc c'est prêt, donc ils vont envoyer une équipe. Donc quand l'équipe roule la nuit, le chapitre le plus difficile de mon livre, c'est celui-là. C'est-à-dire, ils roulent la nuit, on leur dit, oh, oui, il faut savoir aussi qu'un Allemand peut être tireur un jour et le lendemain conducteur. Donc on leur dit, toi, demain, avec tes balles, etc. Souvent, les Allemands boivent la veille au soir, parce qu'ils savent qu'ils vont tirer demain. Ils doivent se lever tôt le matin, et par exemple, il y a des protestations comme quoi le petit déjeuner est froid. Parce que pour eux, c'est leur travail de tous les jours. Et ce qui a été terrible à comprendre, c'est que le ghetto est encerclé la nuit par la police locale du village, par les autorités, pour pas que les Juifs se sauvent. Mais tout d'un coup, on a découvert que les policiers, notamment, entraient dans le ghetto et violaient les filles juives la dernière nuit, sachant que c'était la dernière nuit. Ou d'autres entraient dans le ghetto pour voler des biens. Je me rappelle d'une dame, une vieille dame âgée, dans un pays que je nommerai pas parce que je ne veux pas perdre mes visas. Donc je la vois assise au milieu d'une place, c'était une vieille dame toute seule sur un banc banal, quoi. Je me demande pourquoi je suis allé la voir. Et je vais la voir et je lui dis, vous étiez là le jour d'exécution? Elle me dit oui. Et c'est une place centrale, hein, où tout le monde voyait que je l'interviewais. Et je l'interviewe et elle me dit, je suis entré dans le ghetto. Je dis, ah bon, vous êtes entré dans le ghetto? Mais quand? Ah ben, le jour où on les tuait. Et je dis, mais pourquoi vous êtes entré dans le ghetto? Ben parce que moi et mon mari, on a vidé des maisons. Alors on a fait un trou dans le mur, puis vous voyez, là, cette maison-là, cette maison-là, cette maison-là, on a vidé. Donc les gens se disaient aussi, c'est le dernier moment où on peut profiter des biens. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de crime sans vol et sans viol. Il n'y a pas de crime antisémite pur, ça n'existe pas. Ce sont des criminels. L'antisémitisme suscite des criminels. Mais ils sont criminels au sens large. Ils ne se disent pas, on est là que pour tuer les juifs, nous, on ne veut rien prendre. Hein. Je n'ai jamais vu le cas. Donc cette dame qui était toute gentille et toute banale, elle avait dévalisé 3 maisons avec son mari. Elle m'a raconté ça, normal. Donc les viols, c'est pareil, c'est les policiers en sortant du ghetto qui disent j'ai violé 3 filles, j'ai violé 2 filles, et on y croyait à peine parce qu'on nous avait tellement dit que normalement les nazis interdisaient les relations avec les femmes juives que disaient, vous savez, on a vraiment enquêté, mon équipe peut vous le dire, on attend avant de dire que c'est vrai. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré un survivant du ghetto de Minsk, un juif très âgé.
Et pendant la guerre, il a survécu parce que sa famille lui a dit « tu vas faire comme si tu étais malade ». Donc il était sur un lit comme s'il était malade, il bougeait pas pour qu'on le prenne pas pour une fusillade. Et il a regardé par la fenêtre et tout d'un coup, il a vu les Allemands qui violaient une jeune fille de 14 ans, la fille des voisins. Lui ne savait pas ce que c'était qu'un viol. La famille est sortie et essayé de s'opposer. Donc les Allemands ont tué la famille et ont violé la fille. Et il m'a dit cette phrase terrible parce qu'il a été emmené à Auschwitz après. Il m'a dit, au moins à Auschwitz, on dormait la nuit. Je dis ça parce que il y a des chapitres dans le livre qui coûtaient cher à écrire, où je me demandais s'il fallait l'écrire. Et puis au bout d'un moment, on se dit, non, le viol n'est pas un dommage collatéral du génocide des Juifs. Ce n'est pas une histoire banale. C'était institué, c'était ouvert, c'était possible, et ça s'est produit. Donc, et après, donc les Allemands arrivent le matin, et là, ils ont tout le monde. Ils ont le maire, mais ça s'appelle pas le maire. Ils ont l'autorité municipale. Ils ont les policiers. Ce sont des gens qu'ils ont recrutés localement, de Polizei. Et ils ont la cuisinière parce qu'ils veulent manger à l'heure. La cuisinière, des fois, c'est une Russe ou quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est à la cantine locale et qui doit cuisiner ou cuisiner vers les fosses. Et puis, ils ont les creuseurs parce que parfois, il faut recreuser parce que la fosse va être trop petite, etc. Et ils démarrent. Le ghetto va être entouré, il est déjà entouré, et on fait une annonce que tous les Juifs vont être déportés, soit en Palestine, soit à Kiev, soit dans une grande ville, et qu'ils doivent préparer leurs bagages maximum et se mettre dans une grande colonne sur la rue centrale. Et la plupart des Juifs ne savent pas ce qu'il faut faire, mais ils le font. N'oubliez pas qu'on est en Union soviétique et que donc il y a eu des déportations, que la déportation n'est pas quelque chose qui arrive pour la première fois. Et il se forme une longue colonne, mais les Allemands ont avec eux des locaux qui savent qui manque dans la famille. S'il manque le mari, s'il manque un enfant, s'il manque une fille. Donc ils cherchent partout dans les maisons. S'ils trouvent des gens cachés, généralement ils les tuent. Donc au bout d'un moment, il y a une longue colonne de Juifs et des chariots de Juifs morts. Et il va venir un officiel qui va dire direction Palestine ou direction Kiev. Et les gens marchent et parfois croient vraiment qu'ils prennent le train. Et à un moment, il n'y a plus de train, on dit à droite, à gauche, et là, ils comprennent qu'ils vont être tués. Mais tout le long, il y a des gens. Par exemple, j'en ai interviewé quelqu'un qui vendait des cigarettes contre des biens des Juifs, juste au moment où les Juifs tournent. La population s'organise autour. C'est ça parce qu'on imagine que ça, c'est dégagé des voisins. Mais non, les voisins assistent. C'est comme oui, comme tu dis, c'est comme un spectacle, c'est comme un carnaval. Ils vont voir. Alors, il y a des motivations différentes. Ils vont voir tout simplement des fois parce qu'ils sont curieux. Il ne se passe rien dans le village. Et tout d'un coup, on tue des Juifs. Donc, c'est comme les Twin Towers. Tout le monde regarde à la télévision des centaines de fois les avions qui rentrent. Il y a aussi le fait que les gens espèrent grappiller quelque chose. Je me rappelle, il y a quelqu'un, il a dit qu'il a vu un chariot de Juifs arriver et un petit enfant, enfin un adolescent juif avait des pièces, un tissu qu'il a jeté. Il me dit, j'ai couru pour l'attraper, mais l'Allemand était plus rapide que moi. Il y a des gens qui sont là aussi parce qu'ils espèrent avoir des vêtements à la fin. Et puis, la majorité, ils sont là pour voir. Ils sont là pour voir. Et ça aussi, c'est difficile à admettre que les gens aiment voir mourir les méchants. On n'aime pas le penser. Mais regardez le nombre de films à succès où quelqu'un tue les méchants. Comme je dis, j'enseigne à des étudiants, j'ai dit, imaginez un James Bond qui ne tue personne. C'est impossible. Imaginez le futur James Bond, il ne tuera personne dans le film. Il y a un problème dans le scénario. Il faut qu'il tue le méchant à la fin. La femme, généralement, meurt en cours de route, mais le méchant, lui, doit mourir. C'est le scénario. Et vous n'avez jamais quelqu'un qui quitte la salle du cinéma quand James Bond tue quelqu'un. Ben voilà, c'était James Bond. C'était le nettoyage des méchants juifs de la ville ou des méchants roms ou des méchants communistes. Et moi, vous vous rendez compte, on a interviewé plus de 7000 personnes. Donc au début, quand vous travaillez, vous êtes toujours dans un pays. Donc on dit, oh là là, les Ukrainiens. Oh. Après, vous travaillez en Lituanie. Vous dites, oh là là, les Lituaniens. Après, vous travaillez en Pologne. Vous dites, oh là là, les Polonais. Après, vous travaillez en Russie. Vous n'êtes pas les Russes parce que vous perdez votre visa. Donc, mais maintenant, moi, je travaille en Irak. Et il y a très peu de Polonais. Il y a très peu de Lituaniens. Il y a très peu d'Allemands. Il y en a, mais enfin, on ne les voit pas beaucoup. Et il y a les mêmes crimes.
La maladie est humaine, la maladie génocidaire. Le génocide fait partie de l'histoire humaine comme une maladie grave. Elle est humaine, elle n'est pas nationale. Moi, je dis souvent aux Allemands, je parle beaucoup d'Allemands, je dis j'aimerais que ça ne soit que chez vous et on ferait un mur et donc ça serait fini. On serait débarrassé des génocides sur Terre parce qu'enfin, ce peuple est isolé et puis les collaborateurs aussi, on les met dans des cages. C'est fini. Mais en Irak et en Syrie, c'est la même mécanique. Exactement la même mécanique. Quand Daesh arrive dans un village, il dit vous inquiétez pas, c'est juste un changement de pays. Convertissez-vous à l'islam, rendez vos armes, mettez des drapeaux blancs. Il ne se passera rien. Juste un changement de pièce d'identité. Les gens y croient quand ils voient des types avec des mitrailleuses qui leur disent il ne se passera rien. Et après, ça commence. Donc, il y a toujours dans cet assassinat un mensonge aux victimes et la vérité aux voisins. Les voisins servent de barbelés. Parce qu'il faut bien que les gens ne se sauvent pas. Pas oublier. Et donc, pour qu'ils ne se sauvent pas, il ne faut pas qu'ils aient du soutien autour. Donc, soit ils délimitent un cercle pour que les voisins n'approchent pas, soit ils vont les transformer, les voisins, en acteurs plus ou moins volontaires, plus ou moins conscients du crime, qui vont faire les gestes qu'il faut pour qu'il y ait du crime. Donc, voilà un peu le contenu. Mais disons que quand on travaille comme cela depuis 15 ans, on apprend beaucoup de choses sur l'humain que normalement on essaie de ne pas savoir. Que c'est un côté très sombre. Qui concerne, on a eu des gens formidables, des gens qui nous ont invités à manger, des gens qui nous ont rendu service. Et les mêmes gens, tout d'un coup, vous disent qu'ils ont creusé la fosse. Je me rappelle une dame, on n'avait pas de caméra, et elle est venue, elle criait. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ma mère devait combler les fosses, mais elle les finissait avec sa pelle. Elle est là, elle parlait devant tout le monde. Il n'y a aucune honte. Aucune honte. Moi, j'ai interviewé un Roumain qui a tué 223 Juifs. Comme il était militaire, il ne peut pas être jugé. Et sa seule question, c'était le poids de la machine qui était trop lourde. Et quand je lui ai demandé si c'était des enfants ou des adolescents, ça ne l'intéressait pas. Mais simplement que la mitrailleuse était trop lourde et que c'était difficile à faire. Donc, on a trouvé une méthode d'interview aussi qui se met à comprendre, à essayer de comprendre le souci du tueur pour qu'il parle, ou le souci du creuseur. Il y a des creuseurs qui ont pris des malaises. Je me rappelle un enfant, on l'a fait creuser, combler la fosse, et tout d'un coup, une main s'est agrippée à sa pelle. Et donc, il a compris que les gens n'étaient pas morts. Et il est tombé dans les pommes, il s'est réveillé après avec sa maman, et il m'a dit la fosse commune bougeait de partout. Donc, mais d'autres ont comblé les fosses alors que c'était leurs voisins qui étaient encore vivants dans la fosse. Donc, l'homme sait tuer comme un chien sait nager. Vous savez, moi j'ai comme directeur Marco qui n'est pas là, et il a un petit chien très joli, et un jour on marche vers une rivière et le chien saute dans l'eau. Et Marco croit que le chien va se noyer, mais je dis non, c'est un chien. Et l'homme c'est pareil. Ces gens n'ont pas appris à tuer. Il ne faut pas imaginer que tous les gens, tous les voisins ont été dans une école du crime. Pas du tout. Pour un jour, ils ont été l'un des maillons de la machine criminelle. Maillon humain. Toute la machine est humaine. Et c'est pour ça que ça invite énormément à réfléchir, parce que ça veut dire qu'il faut que les gens réfléchissent à la responsabilité qu'ils prennent, mais tout le monde en est capable. C'est pas hors d'accès. Moi, j'ai vu des gens de tout niveau, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait d'études, des gens qui étaient d'un parti, qui étaient d'un autre parti, des gens qui étaient costauds, pas costauds, des hommes, des femmes. Donc, on aimerait de dire il y a des complices, il y a des collaborateurs, puis il y a les gentils. Et comme ça, on va dormir bien. Mais c'est pas du tout comme ça sur le terrain. Vous savez, quand il y a des biens à prendre, vous n'avez plus guère d'opposition. Oui, alors il y a quand même des tiroirs à ouvrir, parce que tu dis que finalement, bon, les voisins ont été soit passifs, soit complices. Hein. On a l'exemple, par exemple, de gens qui avaient eu quelques problèmes avec les communistes et qui sont devenus des policiers, des supplétifs des nazis. Alors, il y a une question quand même qui est fondamentale. Tous ces gens-là, ils ont laissé faire parce qu'eux-mêmes ils avaient peur, parce que ça leur plaisait, ou tout simplement, est-ce qu'il n'y avait pas tout simplement le fait qu'ils étaient antisémites et qu'ils étaient drôlement contents qu'on se débarrasse des juifs? Oui, beaucoup. Les policiers, attention, ce ne sont pas des collaborateurs, souvent ce sont des criminels eux-mêmes.
Eux-mêmes ont participé au meurtre. C'est pas simplement... faut pas imaginer le policier comme en France qui arrête quelqu'un et le met dans un bus. Hein. C'est quelqu'un qui peut tuer une grand-mère parce qu'elle ne marche pas assez vite, qui peut tuer un bébé sous un lit parce qu'il n'arrive pas à le sortir de la pièce, etc. Un policier là-bas, c'était ça. C'est pas des policiers ukrainiens qui deviennent des policiers allemands. C'est des gens qui ont été recrutés sans formation policière et qui ont été créés comme un genre de milice à partir de rien. Donc eux, beaucoup sont des criminels. Les voisins, c'est autre chose. Les voisins, c'est ambigu. Certains agissent parce qu'ils étaient forcés. Sous les soviétiques, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas refuser un ordre. Et d'autres, on le voit, éclatent de rire. On le voit, nous, à l'émotion, éclatent de rire pendant le témoignage. Donc on comprend qu'ils étaient vraiment contents qu'on se débarrasse des Juifs. D'autres pleurent, arrêtent le témoignage, sont obligés d'aller prendre des pilules pour le cœur. On est obligé d'arrêter, la dame pleure trop, etc. parce qu'elle a perdu une amie. Je donne l'exemple dans le livre, par exemple, d'une dame. Elle était pourtant colonel de police, c'était en Biélorussie. Et elle révèle qu'elle était amoureuse d'un jeune qui s'appelait Samuel. Donc tous les jours, elle entrait dans le ghetto secrètement, elle lui apportait à manger. Sa mère ne savait pas, elle mettait l'étoile. Et puis un jour, un policier la tabasse, donc elle ne pouvait plus rentrer. Et le jour de la fusillade, les Juifs attendaient. Et elle rejoint la famille. Et même 70 ans après, donc tout d'un coup, les voisines disent à sa mère, attention, ta fille s'est mise avec les Juifs, elle va être tuée. Donc la mère sort, elle lui fiche des claques, elle la ramène à la maison. Et 70 ans après, elle ne pouvait toujours pas dire que Samuel était mort. Elle m'a simplement dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle m'a dit, je ne l'ai jamais revu. Alors que tous sont dans la fosse commune. Il y a aussi des histoires d'amour. Il ne faut pas imaginer les Juifs dans un ghetto à part, ne connaissant personne, ne voyant personne. C'était pas ça, les Juifs soviétiques. Donc, mais il y en a d'autres. Je me rappelle un homme qui tout d'un coup dit qu'il fouillait des maisons pour voler des choses, et puis tout d'un coup il a vu un Juif caché, il a appelé pour qu'on le tue. Il y avait tout. Il y avait tout. Mais je dis quand même que l'antisémitisme était sûrement un ressort énorme, mais le vol des biens, tout autant. Je pense que si le vol des biens n'avait jamais été possible, ça ne se serait pas passé de la même façon. Ce n'est pas pour rien qu'on laissait les gens prendre des choses. Vous savez, ceux qui gèrent un génocide ne manquent jamais de main-d'œuvre. Donc tuer des gens un jour, oui, mais tuer des gens tous les jours pendant 3 ans, parce que les Allemands, c'est ça qu'ils faisaient. Certains ont 2 ans, 3 ans d'expérience. Il y a aussi le fait qu'ils sont nourris au fait qu'ils peuvent prendre des biens, qu'ils peuvent violer des filles, et que les biens, ils peuvent les envoyer aussi chez eux, etc. On a des tas de lettres. Il y a quelqu'un qui a envoyé des tapis à sa famille, et la femme, on a la lettre de la femme qui répond « Mon chéri, les tapis sont beaucoup trop grands pour l'appartement cette fois », de l'Allemagne. Donc, le monsieur volait des tapis, les envoyait par la poste régulière. Donc, je dis ça parce que on est vraiment dans la crasse criminelle. Et l'antisémitisme, oui, mais quand on me demande s'il y a de l'antisémitisme, bien sûr, puisque j'interviewe des fois des gens qui travaillaient dans la Gestapo, mais pour moi, c'est le meilleur témoin. Je ne suis pas là en train de dire « Oh, tu es méchant, travaille à la Gestapo ». Non, s'il était à la Gestapo, je vais savoir ce qui se passait dans la Gestapo. Donc, vous comprenez, mes équipes sont formées à ne rien montrer. Sinon, c'est comme un policier qui trouverait quelqu'un d'un gang, et puis si le gang dit qu'il a fait quelque chose, que le policier dirait « Oh là là, oh là là, vous avez fait ça ». Alors le type, il s'arrête, il se dit « Je peux pas parler ». Vous comprenez bien, on s'est endurci et on a accepté de savoir petit à petit. Moi, au début, après 20 minutes, j'ai arrêté l'interview. Si vous me voyez dans les premières interviews, c'est rigolo. Après 20 minutes, je fais comme ça, je dis « Ça va, quoi, hein, j'en sais assez, quoi ». Mais là, maintenant, on arrive à faire des interviews qui durent 3-4 heures. Il faut les faire calmement, gentiment, parce que vous êtes des fois sous une tonnelle, avec des fruits, avec etc. Et la dame raconte les horreurs qu'elle a vues, auxquelles elle a participé. Il faut accepter de savoir si vous voulez enquêter. Vous avez le choix entre savoir ce qui s'est passé ou montrer votre opinion. Mais si vous voulez réenquêter dans tout le village, si vous montrez votre opinion, c'est votre dernier témoin du village. Parce qu'ils se parlent entre eux, les gens. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais c'est le choix qu'on a fait, et toutes les équipes que vous avez là sont formées à ça. Vous avez des gens très différents. Patrice est d'ici, il est de Nice. Vous avez des gens qui sont allemands derrière. Vous avez quelqu'un qui est ukrainienne. Vous avez quelqu'un qui est corse. Quelqu'un qui est du Brésil, quelqu'un qui est polonais. Donc, je veux dire, chacun a eu un effort. Il faut savoir aussi que les gens sont des pays concernés dans nos équipes. Donc, ce ne sont pas des Chinois qui arrivent en Pologne en essayant de parler polonais comme ils peuvent. Non, ce sont des Polonais eux-mêmes, catholiques. Donc je dirais, il y a eu un travail sur soi de fait par chacun pour arriver à mener ces enquêtes.
Et ça, il y a un coût à payer. Hein. Je veux dire, moi, sans un psychanalyste, je sais pas, ou un psychologue, je pense que c'est difficile de tenir parce qu'il y a des soirs, il faut pouvoir parler. Vous rentrez, en plus vous avez les sourires, et même à l'hôtel, au restaurant, alors que les serveuses sont du village, vous n'allez pas dire ah ben, quels antisémites dans ce village, c'est horrible. Et on a envie de le dire parfois. Mais il faut rien dire parce que si elle se met à dire partout qu'on critique le village, on va pas demain, c'est fini. Donc je dirais, il y a un effort sur soi qui a été fait, c'est 15 ans quand même d'une équipe jeune qui a accepté de sacrifier une part de soi-même, parce que ça tue un peu votre intérieur, hein, ça abîme un peu la machine, pour pouvoir savoir la vérité. Et vous ne pouvez pas critiquer les gens et les entendre dire des crimes. Si vous imaginez un policier d'un commissariat de criminels qui, dès que quelqu'un avoue, dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes affreux », alors bah, il ne va pas dire la suite. Il ne va pas dire la suite. Donc nous, quand quelqu'un, je me rappelle quelqu'un a tué des juges, des hommes, des femmes, mais qu'est-ce qu'ils faisaient des corps? Ah ben je vais vous montrer. Voilà. C'est le prix à payer. Il y a un prix à payer pour enquêter. C'est la même chose en Irak, hein, je vous rassure. Alors il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que alors qu'on croyait que les nazis faisaient tout pour qu'on ne voit rien, ben, il y a des photographes qui font des photos. Alors j'ai envie de te dire, mais ils font des photos pour qui? Pour la propagande? C'est quoi ces photos? Il y a deux types de photographes. Il y a des photographes qui travaillent pour les unités de propagande. Donc il y a quelqu'un qui va faire, je crois, son doctorat sur le sujet. Tant que son doctorat est fait, je ne peux pas beaucoup m'avancer, surtout que c'est un Allemand, donc ça va être très bien fait. Et il y a deux types de propagande. Ils font de la propagande surtout sur les vaches d'Ukraine, sur les campagnes qui font la colonie, et aussi sur les juifs qui tuent. Oui, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont des photos souvenirs, qui vont envoyer à leur femme ou à leur amante, ou tout ça, et on a 400 photos de fusillade. La plupart, c'est celles qu'on a, sont des photos privées. Ma chérie, nous, tu vois, nous tirons sur les enfants juifs comme sur des ballons. Imagine si on ne le fait pas, ce qu'ils vont faire à notre génération après. Et il envoie une photo. Donc il n'y avait pas du tout de honte familiale à le dire. Donc ça aussi. Mais regardez le nombre de soldats qui font des horreurs ou de terroristes qui font des horreurs et qui se prennent en selfie. James Bond tue des gens. Et ces gens étaient des James Bond, ils nettoyaient la planète. Donc, très fiers d'avoir tué, y compris un enfant juif. Il y a des photos, on fait poser le dernier juif en attendant, et on voit que les gens se sont bousculés pour être sur la photo. Donc, c'est vrai que les nazis ont tué en public, alors que quand les soviétiques tuaient des gens, ils les tuaient en secret. Pour moi, les premiers qui ont beaucoup exposé leurs crimes, ce sont les Japonais en Chine. Vous avez à Nankin un tas de photos dans le musée, et moi j'ai visité, j'ai dit au directeur, mais elles viennent d'où ces photos? On m'a dit, mais dans les journaux japonais. Ils étaient dans les journaux japonais. Et vous comprenez, Daesh, lui, a mis des vidéos et des vidéos et des vidéos en ligne d'exécution. Donc je dirais, l'exposition du crime fait partie du crime. Parce qu'elle effraie les gens qui ne veulent pas en entendre parler, c'est trop affreux, puis elle attire les autres. Plus vous exposez un génocide, moins les gens vont en parler. Regardez, Auschwitz n'a pas été montré, tout le monde en parle. Les fusillades ont été montrées partout, personne n'en parle. Parce que c'est pas facile à regarder, hein. Même nous, les vidéos de Daesh, on n'arrive plus à les regarder maintenant. Alors, il y a aussi, vous avez mené avec vos équipes des enquêtes dans plusieurs pays. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des pays où vous avez senti des populations qui étaient beaucoup plus engagées négativement? Alors, bien sûr, on pense spontanément à l'Ukraine, à la collaboration des Ukrainiens avec les nazis, et on pense bien sûr à septembre 1941, Babillard. Moi, je dirais que les difficultés, moi je ne parlerai pas parce que je ne peux pas estimer, parce que, vous comprenez, on a fait tellement de villages, et moi je dirais le pays le plus difficile pour enquêter sur la Shoah, pour le moment pour moi, demeure la Roumanie. Parce que les Roumains l'ont fait tout seuls, sans Allemands. Et donc pour eux, à dire, souvent on trouve un super témoin et la famille arrive et lui interdit de parler ou appelle la police. Je dis ça parce que je suis arrivé la semaine dernière. Et la police est appelée souvent. Le pays le plus difficile à interviewer, ce sont les Roumains. Parce que souvent, en plus, ils sont en dehors du radar, on s'en souvient pas tellement, et des centaines de milliers de Juifs qui ont été assassinés sans Allemands. Les gens parlent plus facilement quand ce sont des étrangers qui l'ont fait. D'autre part, je redis, moi, en Union soviétique, on bénéficie d'un proverbe
qui est que la guerre est terminée lorsqu'on enterre le dernier mort. Donc pour eux, on vient pour finir la guerre. Donc ça surdétermine beaucoup de choses. Je me rappelle un monsieur dans un petit village isolé, il a dit « On a 1542 juifs dans le jardin et personne n'est revenu depuis 42. Vous êtes les premiers. » Et donc il était content qu'on vienne le faire. Pour eux, on vient pour finir la guerre. Je sais que pour maintenant, quand on parle des générations de l'Union soviétique, ça paraît loin. Mais les gens qu'on interroge, ils sont âgés. Donc ils ont fait les 3/4 de leur vie dans cette identité. Donc ils sont structurés dans cette identité. Ils ne sont pas structurés d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas aussi que l'Union soviétique leur interdisait d'en parler. Si quelqu'un commençait à dire qu'il avait quoi que ce soit avec les Allemands, c'était le goulag ou la fusillade. C'est le pays le plus dur au niveau des jugements. Et les gens étaient jugés pour trahison à la nation. Donc ils se trouvent tout d'un coup libérés d'en parler. Il y a une dame, elle m'a dit « Toute ma vie, j'ai rêvé de le dire ». Parce qu'elle avait été réquisitionnée pour marcher sur des corps entre chaque fusillade pour faire de la place. Et elle l'a dit devant toutes ses voisines. C'était un dimanche, elle était sur un banc, il faisait chaud, les voisines écoutaient, ils ne montraient rien. Prendre compte aussi que les gens qui parlent, à 99% sont des pauvres gens. Seuls les pauvres gens parlent vraiment. Dès que les gens sont mieux habillés, comme on dit, c'est plus difficile. Parce qu'ils vont calculer leurs intérêts, leurs questions. Les pauvres gens, c'est eux qui ont gardé le secret de la Shoah, en fait. Je me rappelle, Lustiger m'avait dit, dans l'Union soviétique, ce sont les pauvres qui gardent la mémoire de l'Holocauste. Et c'est vrai. On le voit. Je vois à Babi Yar, quand on a commencé à enquêter, les voisins ne voulaient pas parler. Et puis tout d'un coup, on a vu des mendiantes dans le parc, très âgées, et elles ont parlé. Mais ça veut dire aussi que ça demande aux équipes beaucoup d'attention, de regarder partout. Et donc, il faut savoir que les équipes sont faites de locaux, c'est-à-dire des Biélorusses frappent aux portes des Biélorusses, des Polonais aux Polonais. Et une équipe, c'est 11 personnes. Donc, il y a d'abord une équipe qui va tôt le matin, qui cherche qui était présent, et après, nous, on arrive avec les caméras. Il y a deux niveaux d'équipe. Donc, c'est vraiment un travail, c'est une méthode d'investigation qu'on a mise en place, qui s'est avérée opérante dans au moins une dizaine de pays de l'Est, et après qui s'est devenue opérante au Guatemala, puisqu'on a fait les mêmes enquêtes au Guatemala, et maintenant qui est opérante en Irak et en Syrie. Donc c'est une approche, je dirais, topographique, c'est-à-dire par exemple, vous interrogez quelqu'un, vous dites, mais je me rappelle quelqu'un, il a mené des corps de juifs qui avaient été tués dans une cave et devait les jeter dans une fosse pendant la fusillade, des corps de juifs. Et je me disais, comment lui faire raconter? Et donc, moi, je lui parle que de ses chevaux. Je dis, mais votre chariot avait un cheval ou 2 chevaux? Alors, 2. Je dis, mais de quelle couleur? Et après, comment s'appelaient les chevaux? Et il me regardait et dire, mais pourquoi il s'intéresse à mes chevaux? Et après avoir parlé tellement longtemps des chevaux, et au bout d'un moment, je lui dis, ça devait être dur d'amener les chevaux, parce que les chevaux ont peur du sang. Il m'a dit, oh là 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 là, il voulait pas avancer, etc. Et après, il pouvait plus éviter de parler des corps qui étaient dans le chariot. Donc on reconstruit la mémoire rurale du paysage qui permet à la personne de parler du crime comme si on ne s'y intéressait pas. Donc on a bâti toute une stratégie d'interview. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Donc il faut vous-même visualiser la chose et visualiser le problème d'un monsieur qui doit amener 2 chevaux avec des corps, avec une pente comme ça boueuse et les jeter dans un trou. Donc ça demande aussi énormément de concentration pour voir où devait être le problème pour le monsieur. Parce que si vous ne faites pas attention à lui, il ne va pas parler. Si vous lui dites on s'en fiche, parle-nous des corps, toi tu n'as aucune importance, il ne va pas parler. Donc ça demande quand même une technique qu'on a mise en place en concertation les uns avec les autres, qu'on a raffinée petit à petit, qui parfois ne marche pas parce qu'au beau milieu on s'énerve et on pose la question qu'il ne faut pas. Et par exemple, vous comprenez bien que ce monsieur, je ne lui ai pas dit vous aimez les juifs? Et parce que c'est évidemment pas la question, puisque s'il prend des corps d'une cave pour les jeter pendant l'exécution, il n'est pas en train de vous parler d'autre chose, quoi. Donc je dis ça parce que cette méthode, il a fallu la bâtir. Aussi, les gens habitent toujours la même maison. Ils voient la fosse qui est toujours à côté, l'arbre est toujours le même, la pente est toujours la même, les chemins sont les mêmes, les fleurs sont les mêmes. Donc le paysage du crime est toujours là. Je dis ça parce que c'est pas une civilisation urbaine où les gens ont déménagé, où ils habitent. Ça devient compliqué. Donc, quand les gens sont urbanisés, nos équipes sont beaucoup moins bonnes. Beaucoup moins bonnes. On s'appuie sur le paysage. Alors, il y a des questions, moi, qui me viennent à l'esprit, qui est que pendant très longtemps, à tort ou à raison, grosso modo, on a dit, la Shoah, ce sont les camps de concentration et d'extermination.
Donc on ne savait pas, on a complètement occulté que des Juifs ont été tués pratiquement chez eux dans la période de 41 à 44. Et donc, il y a plein de questions, moi, qui me viennent à l'esprit, qui est, tu as fait un travail fabuleux, fabuleux, d'essayer de retrouver des fosses communes. Alors, comment les as-tu retrouvées? Est-ce que tu as eu de l'aide? Et puis, la deuxième question qui est, tu dis que tu as interrogé avec tes équipes 7000 personnes. 7000 personnes en 20 ans, c'est énorme, c'est énorme. Alors je me dis, mais comment tu as fait? Tu as évoqué un petit peu la méthode, mais tu n'as pas dit bonjour, je suis un prêtre français et j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé dans les années 40. Est-ce que leur mémoire est encore une mémoire vive? Et comment ont-ils fait pour accepter? Et est-ce que pendant ce temps-là, je pose la question et j'ai déjà la réponse, est-ce qu'il y a une institution, un pays, un gouvernement qui les a incités à faire un devoir de mémoire? Je vais peut-être poser la question à des gens de mon équipe. Mirao, comment tu fais pour faire parler les gens quand tu arrives en Pologne? Parce que tout le monde croit qu'on est tous prêtres et que c'est un grand séminaire, Yarad. Ah, pas du tout, hein, je suis le seul. Les autres, je leur demande pas leur situation maritale. Donc, Mirao, explique comment tu es polonais, dis d'où tu es et comment tu fais pour faire parler des Polonais. Je dois vous avouer que des fois, j'utilise la carte du prêtre catholique quand même, qui est mon président, mais je l'utilise pas toujours. Globalement, on a des gens locaux qui arrivent dans des villages et qui font un premier contact avec la population locale pour savoir s'il y a des personnes âgées qui vivent toujours dans le village. Et puis assez simplement, ils vont taper aux portes, ils vont à la boulangerie du coin, à la poste, pour demander des noms. Une fois qu'ils ont des noms, ils vont voir les gens directement. Et qu'est-ce que vous dites aux gens quand vous arrivez chez les gens? On leur demande s'ils viennent du village et s'ils étaient là pendant la guerre. Et s'ils étaient là pendant la guerre, on leur demande effectivement est-ce qu'ils étaient là pendant l'exécution des Juifs. Et si c'est le cas, on commence à discuter avec eux. Et donc il y a des enquêteurs qui travaillent en amont avec nous et qui nous informent en fait de ces différents témoins qui ont. Mais avant, vous faites tout un travail d'archives. Explique par exemple quelles archives vous avez pour la Pologne, par exemple la région de Lublin. Donc on travaille avec des documents qui ont été créés par des commissions après la guerre qui ont enquêté sur les crimes nazis pour établir les pertes humaines et matérielles causées par l'occupant allemand. Donc c'est des milliers et milliers de pages d'archives qu'on étudie où on essaye d'identifier les endroits où ont eu lieu des massacres et c'est grâce à ces documents qu'on sait à peu près ce qui s'est passé et qu'on arrive dans ces lieux pour justement trouver. Mais par exemple, dans la seule région de Lublin, qui est une petite région, combien de sites de fusillade il y a en dehors des camps? Donc, la région de Lublin, ça correspond grosso modo c'est un peu plus grand que l'Île-de-France et dans la voïvodie, il doit y avoir entre 250 et 300 sites d'exécution de juifs. Je dis ça parce qu'il faut vous rendre compte de ce que c'est de dont on parle. Dans la seule région de Lublin, il y a 250 à 300 sites de fusillade de juifs. Ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on connaît, pas. Plus ceux qu'on n'a pas trouvés. Je dis ça parce que c'était partout. Partout. Structuré, pas structuré, improvisé par les voisins, c'était partout. Et si vous voyez la carte, si vous projetez la carte, vous prendriez peur. C'est une carte remplie de carrés bleus et jaunes, etc. Il n'y a pas de place entre deux fusillades. Il nous faut je ne sais combien de voyages de 11 personnes pour trouver les fusillades d'une seule région. Il était légal de tuer des Juifs et des Roms. C'était légal. Donc les gens pouvaient le faire par eux-mêmes, ou bien le faire avec des Allemands, ou bien dévaliser la maison des voisins et les tuer en même temps. C'était légal. On avait ouvert la boîte de Pandore. Le crime était légalisé. Et la prise de biens aussi. Donc du coup, vous comprenez bien. Moi, je me rappelle, j'ai interviewé quelqu'un en Roumanie qui était d'une famille de légionnaires et il me disait, les gens se montaient le moral en chantant les chants des légionnaires chez nous, puis après on choisissait quelle famille on allait et il me disait, le père tue les adultes et ma mère tue les enfants comme ça. Et puis on dit avec des bassines, on vidait les maisons et on revenait. Et il l'a raconté calmement. Donc je veux dire, la Shoah, c'était vraiment une Shoah fait main, rurale, extrêmement rurale, impliquant extrêmement les ressorts communautaires ou soviétiques. Et
souvent, si c'est pas en Roumanie, sous contrôle allemand, parce que les Allemands ne voulaient pas perdre les biens. Ils avaient très peur que ce soit les Ukrainiens, les Biélorusses, ça qui s'emparent des biens. Donc eux, ils contrôlent énormément toute la tuerie, parce que les pogroms improvisés, ça les arrange pas du tout, parce que quand on tue 2000 personnes, il y a beaucoup de biens à ramasser. Donc c'est une entreprise criminelle. Ma grande question, c'est comment ça a marché, pourquoi ça a marché, pourquoi il n'y a jamais d'attaque des partisans qui arrêtent une fusillade de juifs, pourquoi il n'y a jamais un village qui saute sur les Allemands qui parfois sont pas très nombreux pour protéger les juifs ou les Roms. Les Roms, n'en parlons pas. On a trouvé 70 sites d'extermination, il n'y a que 2 où il y a une pierre. Les autres, il n'y a rien. Donc c'est encore autre chose. Donc pourquoi il y a jamais de réaction instituée contre une fusillade? Quand même, Babi Yar, c'est une très grande ville. Minsk, c'est une très grande ville. Donc ça pose quand même des questions. Il y a un consentement au génocide. C'est ce que le mot clé pour moi, c'est le consentement. C'est-à-dire les gens se disaient, je suis pas juif, je suis pas tzigane, je suis pas gay, je suis pas communiste. Donc, je suis en sécurité. Et en plus, j'aurai les biens de toutes ces catégories du centre-ville. Regardez les belles maisons. Et donc, quand vous semez ça dans une population, moi, ce que je dis, Hitler n'a jamais manqué de travailleurs, quel que soit le pays. Dans les pays même qui ont résisté énormément, comme la Biélorussie, qui ont résisté, il a brûlé 1000 villages non juifs. Donc les gens n'ont jamais accepté l'occupation. Mais il n'a jamais manqué de travailleurs. Il n'a jamais manqué de travailleurs. Hitler, mais Baghdadi, en Syrie, en Irak, n'a jamais manqué de travailleurs. Les gens ont l'attrait pour faire ça. Ça, il faut que vous l'admettiez, parce qu'autrement, vous comprendrez pas pourquoi aujourd'hui des jeunes de 20 ans sont prêts à risquer leur vie pour fusiller des juifs à Paris ou ailleurs, et passer toute leur vie en prison, ou bien être tués le jour même. Il y a un attrait énorme. N'oubliez pas que beaucoup de ces Allemands sont morts après, dans la guerre, dans les combats. Les cimetières allemands sont pleins en Ukraine. Et les gens ont 20 ans, 25 ans. Et vous voyez pas des désertions énormes et des gens qui retournent en Allemagne parce qu'ils veulent pas mourir. Donc, il y a un attrait pour le meurtre de masse. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Les meurtres actuels qui sont commis, que ce soit en France ou aux États-Unis, souvent les gens perdent leur vie le jour même. Et ils le savent quasiment qu'ils vont perdre leur vie, mais ils y vont. Ils y vont. Alors certains par fanatisme religieux, mais certains ne sont pas religieux du tout. En Amérique, des fois, c'est des gens qui ne sont pas du tout religieux. Et ils y vont. Donc, l'attrait d'être pour le James Bond nettoyeur du monde, des fois, c'est plus fort que l'héroïne. Vous êtes prêts à mourir pour ça. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens en disant attention, c'est pas la maladie des autres. C'est pas la maladie des autres. On aimerait bien que ce soit la maladie des autres. Un jour, moi, j'ai dit tout le monde peut être un tueur. Et un monsieur s'est levé et dit pas moi. J'ai dit vous avez de la chance. Donc c'est pas la maladie des autres. Moi, j'aurais aimé que ce soit une maladie nationale. Quand j'ai commencé à travailler, je vous dis, on pensait que c'était une maladie nationale. Puis quand même, quand vous êtes au 10e pays, l'Union soviétique, c'était varié. Hein. Et puis tout d'un coup, je dis, quand j'ai sauté à l'Irak, les Polonais, je les cherche toujours. Hein, il y en a très peu. Hein. Et vous voyez la même maladie. Donc, pour ça que je pense qu'il faut enseigner la Shoah de façon... Moi, j'en insiste beaucoup et on se tourne vers une organisation qui va enseigner les crimes qui se sont commis et dans quelles conditions pour que les gens voient la part humaine qui s'est mise dedans. Parce que cette part humaine, c'est les mêmes êtres humains aujourd'hui. Et il suffit qu'il n'y ait plus une idéologie forte qui se réveille, il suffit qu'on légalise un petit peu les attaques, et hop, que ça devienne banal d'attaquer un juif ou un rom, et hop, ou un autre. Et ça marche. Donc, pour moi, l'enseignement de la Shoah, c'est pas simplement se souvenir, c'est pas un devoir de mémoire, c'est un devoir de prévenir le futur. Parce que si moi j'ai écrit ce livre si difficile à écrire, mais j'ai essayé de le faire pas trop difficile à lire, hein, je vous rassure, et parce que je voulais donner à penser pour aujourd'hui. Pourquoi tous ces peuples se sont embarqués? Pourquoi tous ces jeunes Allemands qui avaient des études quittaient leur ville pour faire des tueurs pendant 3 ans? Alors, avant de passer la parole à Jean-François qui va animer les questions-réponses, une question pour terminer, Patrick. Patrick, tu es un homme de foi, tu es un homme d'église. Qu'est-ce que tu réponds aux Juifs qui disent mais où était Dieu pendant la Shoah? Je n'ai pas de réponse. C'est une question que faut dire que moi, de ma famille, on était beaucoup dans la résistance et tout ça.
Ma grand-mère était très catholique. D'un côté, on était très catholique et de l'autre, très anti-catholique. Donc, j'avais le choix depuis tout petit. Et du côté catholique, ils étaient tous dans la résistance. Et ça me serait jamais venu à l'idée de ma grand-mère où était Dieu dans la résistance. On n'est pas de ce niveau-là. On est des gens vraiment pratiques, beaucoup plus simples. On fait ce qu'on a à faire. Et c'est tout. Et vous savez, c'est comme, je dis toujours aux Américains, c'est comme si vous demandez à un pompier le jour du 11 septembre s'il a un doctorat sur l'eau. Il vous dit non, mais ça brûle là, hein, ça brûle. Et on est devant cette même situation. On voit quand même que l'antisémitisme n'est pas mort. On voit que l'indifférence vis-à-vis des autres n'est pas morte. Que bon, quand c'est pas les gens de notre religion, notre race, notre couleur, bon. Quelqu'un me parlait de Boko Haram, parce que j'ai fait une émission ce matin sur France Culture, et quelqu'un me parlait de Boko Haram, il dit mais ça intéresse personne, les gens qui tuent Boko Haram, parce que c'est des Noirs qui tuent des Noirs. Donc voilà. Et c'est vrai. Donc il faut qu'on se réveille. Cette idée de l'unité de l'espèce humaine dans laquelle on a beaucoup cru, dans laquelle on a beaucoup investi, elle est très fragile. Elle est très fragmentée. Elle est redevenue très très petite. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui se réveillent pour dire attention, la maladie recommence et on sait où finit la maladie. On sait où elle commence, on sait où aussi elle finit. Avec la Shoah, on sait comment ça se termine. Et moi je dirais oui, croyant, mais croyant en agissant, sans théologie sur le génocide. Alors là, souvent les gens qui font de la théologie sur le génocide, ils vont pas beaucoup dans les fermes. Parce que quand vous êtes c'est très difficile, c'est très différent de voir un génocide d'un satellite ou d'un ordinateur et d'une cour de ferme. C'est très très différent. Et quand j'emmène les gens dans des cours de ferme, ils font plus guère de théologie. Et par contre, ce qui est difficile à comprendre, c'est l'humain. C'est pas où est Dieu, c'est où est l'homme et qui est l'homme en fait. Et qui est l'homme et quelle est cette part curieuse qui fait que les génocides. Vous vous rendez compte, on a quasiment toujours un génocide en route. On n'a dit plus jamais. Après, on a eu le Rwanda. Après, avant, on a eu Darfour. Après, le Cambodge, mais c'est pas un génocide, c'est quand même un meurtre de masse. Là, récemment, regarde, on vous dit Bachar el-Assad a tué 500 000 personnes. Et où ils sont? Ils sont où? Ils sont dans des fosses communes. Mais ça intéresse personne. S'il avait fait un camp, là oui. Là, on aurait des photos et tout ça. Mais s'il n'y a pas de camp, on les compte après, c'est tout. Vous vous rendez compte? Les gens, des fois, me disent « Ah, est-ce que vous estimez 2 millions? Est-ce que c'est plus que 6 millions ?» etc. Mais je dis, Himmler avait ces questions. Mais les juifs qui m'écrivent, ils me disent « Dans quelle fosse commune est ma grand-mère? Mon oncle, le rabbin, mais pas dans quelle fosse commune est mon million. » Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne simplement au... Moi, ce qui m'anime, c'est simplement le meurtre d'Abel par Caïn, qui est au début de la Bible, ce qui embête tout le monde. Et je me suis toujours demandé, moi, pourquoi on a mis ce meurtre des 2 frères au début de la Bible. Je me dis que si on l'avait mis ailleurs, personne ne le lirait. Parce que c'est un truc trop moche, quoi. Les premières fois qu'il y a des frères, il y en a un qui tue l'autre, quand même, c'est une mauvaise affaire de famille. Mais c'est pas pour rien que c'est au début. C'est pas pour rien. Et donc, moi, je dirais, il faut qu'une minorité se réveille. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup, mais il faut qu'une minorité se réveille et agisse. Parce que les génocides existent toujours, parce que la Shoah doit être transmise, mais vraiment comme un crime. Parce que si un petit jeune d'aujourd'hui, vous lui donnez tout le package de Himmler, Hitler, la montée du nazisme en Allemagne, etc., il va dire, c'est l'histoire de mon arrière-grand-père, c'est super, mais c'est un peu compliqué et un peu loin. Et moi, bon, faut que j'aille faire mon école et je m'amuse. Mais si vous commencez à lui parler des crimes personnels commis par ce monsieur qui a tué ces juifs-là, qui a fait ça, que ça soit à Auschwitz ou ailleurs, là, il comprend parce qu'il lit les news à la télé et il l'entend tous les jours. Donc moi, je dis, il faut enseigner la Shoah autrement. Il faut ramener la dimension criminelle et responsable de la Shoah. Le soldat, le jeune Allemand qui tue des gens dans la rue, ou la grand-mère qui enterre des gens vivants, elle est responsable. Elle n'est pas que le dernier écrou d'une grosse machine. Et donc, il faut ramener la responsabilité de part et d'autre et nommer les gens. Merci Patrick pour cet exposé fabuleux qu'on peut applaudir. Car malgré tout, tu portes toujours l'espoir. Et puis maintenant, place aux questions. Et c'est donc Jean-François qui va être l'animateur. Vous allez lever la main et tour à tour, je vais vous passer les micros. S'il vous plaît, pour que tout le monde puisse participer, de préférence des questions courtes. Merci. Oui, bon, bravo pour votre travail, c'est fantastique.
Moi, je suis concerné par la Lituanie. Ça fait peur. Lituanie, c'est un vrai mystère parce que beaucoup de Lituaniens ont tué leurs voisins simultanément, à toute vitesse. Et c'est un des lieux aussi où il est difficile d'enquêter. Et là, on voit, en plus, ils ne le perçoivent pas comme un génocide. Souvent, ils le perçoivent comme un acte de rébellion ou de réaction guerrière. Et c'est vrai que c'est une histoire difficile à écrire. Et on aimerait dire que ce sont les Allemands qui ont tué tous les Juifs lituaniens, mais ce n'est pas du tout le cas. Oui, donc j'y vais assez souvent. C'est vrai que ce que vous avez dit sur les pauvretés, là où je suis allé, c'est une vieille. J'ai vu une vieille dame. J'étais avec un Lituanien qui est devenu un ami. Et c'était vraiment une pauvresse. Et je le dis toujours, une pauvresse. Et elle nous a décrit ce qu'elle avait vécu parce qu'elle était âgée. Et donc, les gens ont dû se déshabiller. Et puis, donc, les Allemands gardaient l'or. Et puis, c'est comme ça qu'elle a décrit. Et puis, les Lituaniens prenaient les vêtements. C'est tout le temps comme ça que ça se produit. Voilà. Et c'était à 4 km de la frontière allemande, puisque c'était un lieu qui s'appelle Virbelis. Et là, il y a une stèle. C'est vrai que j'ai jamais eu cette émotion. Où ils ont tué 10 000 personnes en 2 mois. Je sais. C'est ce qu'on a trouvé. Il y a des centaines de sites d'extermination en Lituanie. 220, je crois. Ouais, minimum. Ce que je remarque maintenant, c'est quand même qu'ils en parlent. Il y a des brochures. Je suis allé à Kretinga, par exemple. Il y a 4 lieux. Enfin, les gens ont été tués sur place. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de lieux. Et donc, évidemment, les Lituaniens, ils en parlent honnêtement. Ils disent, bon, le chef de la police a donné des instructions, etc. Donc, il y a eu une collaboration. Il y a eu des justes, il y a eu des gens qui n'ont rien fait, et d'autres qui ont participé. Je sais. Je ne suis pas très clair. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous exprimer ma gratitude pour le travail fabuleux, comme disait Raïm, que vous avez fait depuis des années. Je voudrais une remarque, une question. La remarque, c'est, j'adhère complètement au propos liminaire que vous avez fait, notamment quand on va à Auschwitz, on réalise, on sait beaucoup de choses sur Auschwitz, on réalise que la caserne d'Auschwitz est en plein cœur de la ville. Donc les habitants, les maisons sont à côté. Tout le monde voyait, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et les habitants ne réagissaient pas. Donc on voyait les convois entrer, on voyait les fumées. Donc ça, c'est une première remarque qui est tout à fait en phase. En ce moment, nous travaillons toujours avec l'équipe de Mirabeau. On interviewe en ce moment les voisins d'Auschwitz. Voilà. C'est vraiment au cœur de la ville. Hein, c'est pas Birkenau, c'est Auschwitz. La question que je voulais vous poser, c'est vous avez fait un travail un petit peu similaire à ce qu'ont fait les Klarsfeld sur les nazis en France, très documenté. Quel a été le point de départ, le déclic qui vous a fait travailler plus spécifiquement sur la Shoah par balle? Ça, c'est le premier livre, c'est la déportation de mon grand-père et le fait que après, j'en sais rien. J'en sais rien en fait. C'est-à-dire que si vous voulez une réponse religieuse, je vais vous dire c'est Mina Shamaim. Si je vous dis, si vous êtes plus psychanalyste, je vais vous dire c'est le trauma de mon grand-père qui m'a été transmis. C'est peut-être le hasard. Je suis passé par hasard à côté du camp de mon grand-père alors que je préparais un voyage de pèlerinage. Et en 2 secondes, j'ai dit la Shoah est une clé de ma vie, mais je ne sais pas pourquoi. Et après, j'ai commencé à étudier. Et après, c'est devenu un fil. Et après, on a créé Yarad. Et après, ça s'est fait. Et après, il y a des tas de gens, je veux dire, autour de moi. Il y a des gens dans Yarad, mais des gens extérieurs qui ont aidé. J'ai cité Myriam parce que je la connais depuis 2 éternités. Raïm aussi. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Madame Revkolevski qui est là par là. Regardez Madame Revkolevski. Elle était directrice de la fondation de la Shoah. Normalement, elle aurait dû simplement venir me voir si je voulais des subventions, si c'était bien géré, si ceci, si cela. Bon, elle le faisait, hein. Mais un jour, on l'emmène sur son endroit. Et tout change. Et elle retrouve des gens qui ont connu son grand-père. Donc, je me rappelle, elle lui a même donné des oignons qu'elle a jetés.
Et elle disait, ça me brûle. Et tout d'un coup, la directrice de la fondation de la Shoah, c'est devenue la petite fille du monsieur qui était dans le village et qui rencontrait des gens qui avaient connu son grand-père dont elle avait jamais entendu parler concrètement. Je veux dire, c'est une aventure un peu mystérieuse. Moi, quand elle est venue voir, j'étais plutôt inquiet parce qu'elle avait des jolies chaussures et comme il pleuvait et qu'elle était sur un chariot, parce qu'on était un chariot à cheval à la période, elle regarde ses chaussures, au bout de 5 minutes, elle me dit, elles sont foutues. Donc, et après, ça a tourné tout autrement. Madame Revkolevsky aurait très bien pu dire, ça ne me va pas, j'ai perdu mes chaussures, je rentre à Paris, arrêtons tout cela, je suis venu pour rien. Je veux dire, il y a des gens autres. Avec Myriam, on a monté des événements à la mairie de Paris dans tous les sens de ce qu'on pouvait, en se battant contre vents et marées, avec des autorités catholiques de Pologne, d'Ukraine qui débarquaient, qui étaient plus compliqués les uns que les autres, la mairie, le protocole, le son qui marchait pas. Je veux dire, je dirais, il y a aussi eu un courant de gens dans le peuple juif. Vous savez, comme j'ai dit, entre juifs et cathos, il n'y a pas de pont, mais il y a des têtes de pont. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des têtes de pont qui s'identifiaient au nom d'eux-mêmes. Madame Revkolevsky, c'était plus simplement la directrice de la fondation, c'était Madame Revkolevsky, avec son nom d'origine, avec etc. Myriam Dickerman, c'était Myriam Dickerman. C'était pas quelqu'un du Congrès juif mondial, comme un petit écrou qui faisait quelque chose. Et Chaim, c'est pareil. C'est un des premiers juifs que j'ai connu à Paris. Je l'ai rencontré chez Théo Klein, je savais pas qui c'était, il m'a raccompagné jusqu'en bas. Et Charles Fabre m'a fait un long topo de 20 minutes sur le trottoir pour m'expliquer qui était Chaim. Je veux dire, donc, je dirais c'est une belle histoire aussi d'un partenariat inattendu et très distancé. Chacun est resté dans ses eaux. Personne. Le fait aussi que les Juifs de France, pas tous, mais ont accepté qu'un goy fasse ça. Et en plus, un catho et un prêtre. Donc, je dis ça parce qu'il y a eu aussi une acceptation. C'était pas du tout évident à avaler. Parce que c'était un peu humiliant que ce soit un curé qui trouve les fausses communes du peuple juif. Donc il y a eu aussi une acceptation, un choix qui a été fait. Je ne pense pas que ça aurait pu se faire partout. J'ai bénéficié, moi, du père Dupuis, du père Dujardin, des cardinaux, de Lustiger. Sans eux, je n'aurais pas pu faire. Donc je dis ça parce que ça s'est fait aussi dans une dynamique intercommunautaire avec des gens très costauds dans la communauté des deux côtés et qui tenaient leur place, c'est-à-dire qui ne sortaient pas de leur rôle. Je le dis pour les plus jeunes qui sont dans mon équipe, Yarad n'est pas né comme ça de rien. Il est né de gens qui ont cru des deux côtés et qui auraient pu dire, tout faire. Mme Revkolevsky, elle avait les moyens de couper les ponts en 2 minutes. Il suffisait qu'elle dise, pas d'argent pour les goy, c'est terminé. Donc, c'était pas évident de faire des choix comme ça. Il y avait de Simone Veil, c'était tout un ensemble. Et on continue dans cet ensemble. C'est pas pour rien qu'Haïm anime ça. C'est pas parce qu'il est sympa qu'on s'est retrouvés et tout ça. Il y a des liens profonds. On a joué d'autres jeux, je dirais. Donc, je dis ça parce que ça se joue dans une partition avec le peuple juif vivant aujourd'hui. Ça se joue pas dans une partition seule. Les gens nous isolent parce qu'ils aiment ça, mais c'est pas la vérité non plus. J'aurais jamais tenu le coup si les leaders juifs de France n'avaient pas soutenu cela. C'était impossible. C'était impossible. Mon père, j'étais très touché par votre intervention, mais la Shoah était aussi en France et je voudrais vous poser une question un petit peu frontale. Quelle est votre analyse de l'attitude de l'Église de France pendant l'occupation ? Ben ça, il faudrait toute une autre soirée. Donc, vous savez qu'on a fait repentance. Les évêques de France, j'étais l'un des acteurs de cette affaire. Donc, on était conscient des manques. Je ne vais pas la traiter, je vais vous décevoir, je ne vais pas la traiter, ce qu'il faudrait qu'on passe toute une autre soirée, parce que moi j'étais à Lyon, je vais vous parler du cardinal Gerlier, mais aussi de l'abbé Vautrin qui était l'abbé de la milice, ça dépend de qui vous me parlez. Mais l'Église de France, c'était des gens ont pris leurs responsabilités, d'autres ne l'ont pas pris, mais s'il y a eu repentance des évêques de France, il y a bien des raisons. Mais c'est vraiment, franchement, je vous dis franchement, je vais vous décevoir, c'est pas mon sujet. Vous savez, ma grand-mère était catholique. On a caché des réfugiés pendant toute la guerre chez ma grand-mère. Je suis sûr que ma grand-mère n'est jamais allée voir le curé ou l'évêque en disant « l'Église de France, c'est quoi ? Il faut que je cache des juifs ou il faut que j'en cache pas ?» Jamais, personne l'a su. Même le curé savait pas qu'elle cachait des gens. Et on est de cette race-là. Les gens, moi, ils croient que régulièrement, je vais voir le pape Francis, je vais voir Poutine, je vais voir Macron en disant « et alors, c'est bien ce que je fais ?» Si vous voulez réussir, ma mère disait « t'as le choix, soit tu deviens quelqu'un, soit tu fais quelque chose. » Il faut choisir. Et au bout d'un moment dans la vie, il y a ce choix à faire. Et ça va pas toujours. Parfois ça va ensemble, parfois ça va pas du tout ensemble.
Quelqu'un, quand j'ai commencé à faire ça, m'a dit, tu prends un très mauvais chemin pour devenir évêque. Je n'en revenais pas qu'on me dise ça. Je veux dire, mais je suis de ce bois-là, c'est le cas de dire. Donc, mais je comprends votre question, je pourrais la traiter, je l'ai travaillé, j'aurais pu faire plein de conférences là-dessus. Mais disons que si je vous réponds à partir de mon histoire à moi, tous ceux qui sont engagés dans la résistance ou comme ma grand-mère, je n'ai jamais demandé, j'aurais jamais eu l'idée de lui dire, es-tu allé voir le curé? Jamais. Parce que ces gens, de la même façon que les tueurs prennent leurs décisions, il faut aussi que les gens prennent leurs décisions. Il y a des nuances dans tout cela. Il y a des nuances aussi. Mais je ne vais pas traiter ça ce soir, sinon je vais être obligé de faire tout le topo. À ce niveau-là, vous éprouvez éventuellement un doute, si vous voulez, sur l'unité de l'Église de France et ce qu'elle aurait pu faire pour améliorer, si vous voulez, Et bien sûr qu'elle aurait pu faire plus, mais je ne veux pas aborder ce sujet-là ce soir, c'est parce qu'il faudrait que je vous parle aussi de l'Église de Lituanie, et de l'Église de Pologne, et de l'Église d'Ukraine. Je vous comprends, mais non, c'est pas ça. C'est que ma porte d'entrée n'est vraiment pas celle-là. Si vous me parlez de ma grand-mère qui était catholique et pratiquante, je peux tout vous donner les détails de ce qu'elle a fait, combien de gens on a caché. Ma grand-mère n'a jamais accepté de dire s'il y avait des juifs dans les gens cachés. Je lui ai demandé des dizaines de fois, est-ce qu'il y avait des juifs? Elle me répondait, et pourquoi j'aurais demandé qui était juif? Voilà, je veux dire, mais je suis fabriqué comme ça, ce qui nous tient quand même à l'écart de certaines choses. J'entends les autres propos, mais je ne suis pas à un grand niveau en fait. C'est mon niveau de terrain qui m'a permis de durer. Oui, c'est un homme de terrain qui m'a permis de durer. La Shoah, malheureusement, était une Shoah de terrain aussi. Elle ne s'est pas faite que dans les bureaux. On parle souvent des bureaux, mais à la fin, il y a des tueurs. Il y a des tueurs. Ce que je regrette, c'est que ici, si on avait été formé bien avant, il aurait fallu aussi interviewer les témoins de la Shoah à Paris, les voisins. Car j'attends toujours les interviews des voisins. Il y avait des voisins au Veldiv. Donc, oui. Père Patrick, je voulais vous poser une question. Tout simplement, le peuple juif a été lavé du déicide lors de Vatican II, connaissant l'importance qu'avait l'Église et qu'elle a encore maintenant dans certains pays de l'Est. Est-ce que ceux qui participaient ne pensaient pas aussi venger Jésus? J'ai un chapitre là-dessus. Si vous lisez mon livre, j'ai osé traiter ce chapitre. Donc, il y a des gens qui, effectivement, pas tous, parce que faut pas oublier que je travaille sur les anciens territoires soviétiques. Donc, les églises étaient fermées. Les prêtres n'étaient plus là et les synagogues aussi étaient fermées. Tout était fermé. Les cultes étaient interdits. Parce que les gens pensent que l'Union soviétique, c'est la Pologne. Mais non, quand vous êtes plus loin, c'est vraiment l'Union soviétique. Donc, mais j'enlève pas la question. J'ai effectivement vu des gens, et je les cite dans le livre, qui se rendaient à la mort des Juifs pendant que c'était le jugement dernier. Je leur demande ce que ça voulait dire. Ils voyaient les Juifs circuler au milieu des chrétiens, gardés par des gardes étrangers, et ça leur paraissait la réponse de Dieu au chemin de croix. Mais ils pensaient du coup que ça serait la fin du monde. Donc ils assistaient comme on assiste à la fin du monde. C'est aussi pour ça qu'ils assistent jusqu'à la dernière minute de la mort des Juifs. Et maintenant, je demande très fréquemment si les gens font des signes de croix pendant les fusillades. Les gens me disent toujours bien sûr. Donc il est vrai que la culture chrétienne, qui était nourrie notamment d'une certaine compréhension du chemin de croix, pensait enfin que c'était la réponse de Dieu qui se déroulait sous leurs yeux, donc ils y allaient. Ça, c'est vrai. Mais je ne vais pas dire plus loin, parce que j'ai vu un seul prêtre présent, les prêtres étaient déportés. Je veux dire, Staline était venu avant. Donc il y avait plus grand monde dans les institutions. Je veux dire, les gens oublient toute cette période-là. Mais par contre, oui, la vision chrétienne, et je me dis aussi, qu'est-ce que devaient penser les soldats allemands qui étaient originaires d'un pays profondément chrétien, protestant ou catholique, quand ils voyaient les gens faire des signes de croix à chaque fusillade? Ils ne devaient sûrement pas pouvoir l'ignorer. Oui, bien sûr. Oui, bonsoir. J'aurais 2 questions à vous poser, courtes. La première question, dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous êtes parvenu dans certains villages à identifier l'identité
des personnes qui ont été tuées? Est-ce il y a eu un moyen de le savoir? Et ma deuxième question, c'est comment on peut faire pour vous aider quand on n'est pas étudiant et qu'on est mère de famille et qu'on travaille à temps plein et qu'on a envie de faire quelque chose pour accompagner cet engagement? La deuxième question, il faut aller voir Emmanuel Cortet, qui est le sous-directeur, vous voyez là-bas. Voilà. Donc c'est avec lui qu'il faut voir, parce que moi j'ai déjà tellement de choses que si je me mets à regarder qui peut nous aider, mes nuits sont courtes, vous savez. La première chose, oui, il y a énormément de familles, ça dépend d'où. Si c'est une grande ville, c'est très difficile. Si c'est Varsovie, si c'est Kiev, c'est presque impossible. Mais si c'est un petit village, nous demandons à la famille qui nous demande qu'est-ce qui s'est passé pour ma famille, demandons quel était le métier de la famille. Par exemple, je connais une famille, ils vendaient des chevaux. Donc tout le village se souvient des marchands de chevaux. Donc tout le monde sait où ils ont été tués. Ils ne peuvent pas trouver le corps, mais ils savent la fosse commune où était. Et beaucoup de familles vont redire Kaddish pour la première fois sur la fosse commune. Ils vont faire un mémorial pour la première fois. On essaie d'aider, c'est un travail laborieux et difficile, et on essaie de trouver des gens qui acceptent de les accueillir bien. Donc on envoie des gens à nous qui ne sont pas juifs et qui vont trouver des gens qui connaissent cette famille et vont bien recevoir cette famille, parce qu'ils ont peur qu'ils viennent pour reprendre les maisons. Alors la chance aussi, c'est qu'en Union soviétique, les biens étaient nationalisés. Donc les maisons des Juifs étaient propriété d'État, comme le reste. Donc il n'y a pas ce système autre. Je connais une dame qui était ingénieure dans les travaux publics. Elle était employée pendant 20 ans pour recycler les maisons juives et pour qu'elles deviennent des maisons soviétiques. Donc c'était bien d'État. Donc c'est pas le même système qu'en Pologne où là il y a une accaparation personnelle. C'est pour ça aussi que les gens parlent plus facilement. Donc, on peut le faire, on peut aider des familles s'ils ne sont pas originaires d'une grande ville. Et si c'est une grande ville, malheureusement, quand il y a des milliers de gens, les gens ne s'en souviennent pas. Mais par exemple, pour Madame Revkolevski, qui n'est pas d'une grande ville d'origine, elle a pu retrouver des gens qui connaissaient sa famille. Ah oui, oui. Oui, mais vous savez, les enfants, c'est pas que la même culture que maintenant. Les enfants connaissaient tout le monde. C'est pas la même culture que maintenant. Il n'y avait pas la télévision. Donc l'enfant, surtout que les Juifs avaient souvent des petits métiers. Ils vendaient des bonbons, ou il était dentiste, ou il était pharmacien, etc. Donc ils se souviennent du pharmacien. Ils disent pas forcément le nom de la famille. Et par là, ils peuvent retrouver. Mais c'est vrai que le temps presse. Mais c'est vrai que ça, c'est un service qu'on rend aux familles. On essaie de rendre les morts, entre guillemets, à leur famille, mais on ne peut pas rendre le corps, puisqu'on n'a pas le droit de déterrer le corps. Oui? Est-ce que votre équipe pourrait se lever? Parce que moi, personnellement, je voudrais vraiment les remercier pour tout le travail qu'ils font. C'est une partie de l'équipe. Une partie de l'équipe, bien évidemment. Vous voyez tout de suite que je suis le grand-père de la famille, quoi. Je voudrais savoir comment les gouvernants des pays dans lesquels vous enquêtez réagissent. C'est la même chose que les papes. J'en sais rien. Je vais pas aller voir. Ça serait la pire idée. Imagine que j'aille voir Poutine. Vous réagissez comment à mes trucs Ah bah oui, mais on a plus de problèmes avec le policier local qui tout d'un coup se demande ce qu'on fait là. Donc il y a des équipes qui se font interroger régulièrement par la police. Nous, on s'est fait arrêter par la police roumaine 2 fois là, cette semaine. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, quand vous venez déterrer un crime local, il faut quand même pas attendre à ce que tout le monde vous applaudisse. Hein. Et surtout quand il s'agit d'un génocide. Donc, bien sûr, ça fait partie malheureusement du travail. Mais alors, on a aussi un énorme soutien de la France au niveau administratif. Par exemple, les ambassadeurs sont au courant et l'ambassadeur de Russie ou de Biélorussie ou de Pologne va nous aider. Donc, par exemple, l'ambassadeur de Russie va écrire aux régions dans lesquelles on va pour prévenir, mais tous les jours, dans un village russe, on doit aller voir la police tous les jours. On va voir la police avant d'aller voir les habitants. Parce qu'autrement, ils téléphonent à la police pour dire qu'ils ont des étrangers à la maison et on se fait arrêter. Ce ne sont pas simplement qu'on est des génocides, c'est qu'on est des étrangers dans les villages. Et la Russie est restée très, je dirais, inquiète des étrangers qui circulent. Il n'y a pas eu tellement de la Russie actuelle, assez massive, ukrainien, biélorusse, etc. Les annonces sont pas.
Bah, disons qu'ils sont quand même allés jusqu'à Bakou, vers Bakou, et ils sont allés jusqu'à la Géorgie, jusqu'à Moscou. Donc il y a des fosses communes jusqu'à la frontière de l'Azerbaïdjan. Et j'en ne me rends pas compte au combien ils sont allés loin. Un jour, je me rappelle, je dis que j'allais vers l'Azerbaïdjan et quelqu'un m'a dit, mon père, restez dans votre sujet. Et il ne savait pas que les Allemands étaient allés jusque-là. Ils sont allés à la frontière. Donc il y a des fosses communes jusqu'à la Géorgie. Mais la plupart des Juifs là ne sont pas des Russes, mais des réfugiés qui étaient réfugiés dans l'Union soviétique et qui avaient été placés par le système soviétique, qui n'avaient pas eu le choix et qui tout d'un coup, les Allemands les trouvaient très facilement parce qu'ils étaient classés comme étrangers dans l'administration russe. Donc on les trouvait dans les registres. Actuellement. Ah oui. Actuellement, en Pologne, il y a une certaine volonté de réécrire l'histoire. Donc, le ressentez-vous dans le cadre de votre travail? C'est-à-dire que vous traitez ça de façon très intellectuelle, mais nous, on est malheureusement beaucoup plus basique. Oui, il y a un changement politique vis-à-vis de l'histoire de la complicité polonaise de la Shoah. Donc, il est vrai que certaines familles sont plus récalcitrantes à nous accueillir et surtout vérifient. Parce que maintenant, les gens ont Internet dans ces pays, donc ils regardent qui on est et on s'appelle quand même Yarat, c'était une super idée. Et donc dans certains pays, les gens quand même comprennent que c'est pas du chinois. Et je dis pas en Irak. Et donc il est vrai quand on avait choisi ce nom, vous comprenez, on pensait faire quelque chose en 2-3 voyages au début. On pensait qu'il y avait une fosse commune là et que la prochaine est à 200 km. Puis en fait, au bout d'un an, on était toujours dans la même région. Donc il est vrai que les gens sont plus méfiants. Et c'est vraiment la force des locaux, de nos équipes et des locaux qu'on emploie sur place pour convaincre les gens. Mais il y a des pays où on nous ferme. En Roumanie, on nous a fermé là, vraiment la porte beaucoup. On était autour de Caen, vous savez, où on avait mis provisoirement des gens du train de la mort. Et personne n'a voulu nous parler, personne n'avait rien vu, on nous insultait et ils appelaient la police. Mais c'est quand même pas le cas général. Et je dirais, ça va vous surprendre, plus on va à l'Est, mieux on est reçu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont battus contre les Allemands. Il ne faut pas oublier que les Soviétiques se sont battus contre les Allemands. Donc, nous, on peut toujours les traiter d'antisémites et tout ça, mais c'est pas la France qui a délivré Berlin. C'est pas l'armée américaine qui a libéré Auschwitz. Donc, il y a aussi un passé de l'armée rouge qu'on peut aimer ou détester, mais je parle au niveau des faits. Ces gens avaient de la famille dans l'armée rouge. Il y avait des Juifs dans l'armée rouge. Donc, du coup, il n'y a pas la même relation. Alors, ça paraît curieux, mais plus on va à l'Est, plus c'est facile, je dirais. Enfin, Patrice vous dirait pas forcément la même chose, parce que quand on va dans les fins fonds de la Russie, c'est un petit... Sauf quand on arrive dans le Caucase, parce qu'il y a d'autres problèmes de minorités qui ont été impliqués, ça amène aussi d'autres problèmes. Faut que vous sachiez aussi que dans certains pays, que je ne nommerai pas pour mes visas, on nous a imposé d'enquêter sur toutes les victimes. Quand on arrive, on ne cherche pas les victimes juives, on cherche les victimes des Allemands. Car sinon, on ne peut pas rester dans le pays. Et en même temps, c'est un peu justice, parce que parfois, je me rappelle un couple, on avait brûlé leurs parents vifs dans une église, et mon camarade me disait, mais c'est pas des juifs, c'est pas des juifs. Mais je lui dis, mais je vais pas lui dire, monsieur, votre maman, ça m'intéresse pas, elle est pas juive, parlez-moi des autres. Donc, on ne peut pas aussi enquêter sur un génocide si vous n'enquêtez pas sur les meurtres commis contre les autres. Donc, ça a demandé toute une exigence, et dans la carte interactive qu'on a, il y a les morts soviétiques, il y a les morts handicapés mentaux, il y a les morts tziganes, qui sont marqués sur notre carte. Mais ça demande, vous comprenez bien que ça demandait des années d'efforts et que vous pouvez surtout applaudir les jeunes qui sont avec moi parce que à cet âge-là, passer des années de sa vie, il y en a quand même là qui sont travaillés avec moi depuis 8 ans, 9 ans, passer toute l'année à rechercher que les morts assassinés et dans quelles conditions ils ont été tués et traduire et aller sur place, c'est quand même un challenge. Moi, je dirais une partie de mes cartes sont jouées, eux, ils sont en train de jouer leur première carte. Merci. Myriam, ma comparse de beaucoup de projets. Bonsoir, merci pour le témoignage et tout ce que vous faites. Je voulais savoir si vous avez connu des changements de conscience lorsque la parole se libère et des demandes de pardon. On est chez les soviétiques, vous comprenez. Donc parfois, les gens, ils savent ce que c'est qu'un prêtre et parfois, je serais un moine bouddhiste, ça serait pareil. Les gens oublient ce que c'était que 70 ans d'Union soviétique.
Je dis ça parce que les gens pensent qu'il y a des églises partout et que les gens nous voient comme un prêtre. D'abord, des fois, les catholiques sont pas forcément bien reçus parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs races de chrétiens. Donc, il n'y a pas que chez les juifs qu'il y a des questions. Donc, et alors, les demandes de pardon, non. Non. À part le monsieur qui a fait des chambres à gaz, qui était inquiet d'avoir travaillé le dimanche. Non. Quand on a franchi la ligne et qu'on a participé à un génocide, moi je dis, apparemment on ne peut pas revenir. Ou alors on va se suicider. Donc on a franchi la ligne, on est du côté des gens qui ont fait le sale job et qui sont critiqués, mais on a franchi la ligne. On a franchi la ligne. Donc en tout cas, mais je n'ai pas vu non plus chez les djihadistes et tout ça, de gens qui demandent pardon. Je veux dire, c'est la même ligne jaune. Comprenez bien que dans leur tête, ils sont tués par idéal national, par idéal religieux. Donc revenir, ça veut dire nier tout ça de leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, en tout cas, mais alors l'autre chose, c'est que ce ne sont pas des confessions. On est 8 autour avec une caméra. Donc je ne sais pas si vous savez comment se passe une confession, mais normalement, il n'y a pas de caméra. Donc je dis ça parce qu'on me demande toujours si je confesse les gens, mais c'est interdit avec une caméra et 8 personnes. Myriam. Alors, évidemment, sur le plan du travail qui est fait par toi et par l'équipe, je ne suis qu'admiration et reconnaissance, parce que c'est un plus, je ne sais pas s'il faut dire scientifique, je crois qu'ils n'aiment pas tellement qu'on dise ça, mais le travail est fait, donc là-dessus, vraiment, kolakavod, je vous félicite. Moi, je me souviens que quand je faisais le travail avec les lycéens, notamment, je rencontrais d'abord les enseignants, les lycéens qu'on emmenait sur le site d'Auschwitz-Birkenau, on était parmi les premiers à le faire. Je disais toujours aux profs, on ne va pas porter un jugement évident maintenant sur qu'est-ce que nous, on aurait fait si on avait été dans cette situation, parce qu'on n'en sait rien. Ça, je pense que personne ne peut dire, moi, j'aurais fait ça. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, donc les gens ne voyaient pas ce qui se passait. Aujourd'hui, il y a la télévision. Aujourd'hui, on est les témoins de tout ce qui se passe dans le monde. On a chacun, je pense, nos réactions plus affectives et plus viscérales selon les événements qui concernent telle ou telle population. Et ma vraie question, parce que je suis un peu sous le choc là, de tout ce que j'ai entendu, même si je savais une partie, j'en connaissais une partie, c'est qu'est-ce qui reste comme espoir? À toi, Patrick, à vous les jeunes qui faites ce travail, encore une fois, je vous tire mon chapeau très très bas, mais qu'est-ce que ça laisse comme... qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il y a comme j'enseigne à Georgetown, à Washington, je sens qu'il y a une minorité de jeunes qui veut savoir ce qui s'est passé pour savoir quoi faire. Ils sont nés dans le siècle, ils ont 18 ans, depuis 20 ans, 21 ans. Tous les jours, ils voient à la télé une bombe à Kaboul, une fusillade à Charlottesville, une autre bombe à Kaboul, etc., etc. Ils sont nés avec ça. Et ils se disent, qu'est-ce que je peux faire? Et quand même, moi je dirais, dans les étudiants que j'ai, plus de la moitié changent d'orientation et choisissent de s'engager, soit dans des organisations internationales, genre ONG et tout ça, ONU, etc., ou bien dans les systèmes de police et de renseignement américains pour se battre contre ça. Donc moi je pense qu'il faut nourrir une jeunesse, il faut qu'une minorité prenne des responsabilités. Ce que j'ai très peur, c'est qu'on dise, aujourd'hui les génocides, c'est les affaires internationales qui sont en charge, c'est les renseignements et la police. Les fusillades, c'est les renseignements et la police, donc pas de vagues. Moi, je pense maintenant que quand les gens voyaient une arrestation de juifs en 42, les voisins du dessus disent « Ne t'en occupe pas, il y a la police. C'est une affaire de police. Ne t'en mêle pas. C'est une affaire étatique. C'est pas une affaire, il faut pas s'en mêler. » Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut rappeler les gens la responsabilité, mais quand on dit ça à des jeunes, nous on emmène beaucoup de jeunes sur place, il y a un paquet de jeunes. Récemment, je viens de faire un voyage avec l'UEJF et on a dédié plusieurs sites dans des endroits où il y avait 10 000 personnes, où il n'y avait jamais eu un mémorial. Ils ont dit un Kaddish, où il y a un endroit où il y a plus de 10 000 personnes, où il n'y avait jamais eu de Kaddish de dit. Ben, ils sont revenus, certains transformés, parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire quelque chose à leur niveau. Il ne faut pas attendre de dire mon église, ma synagogue, mon État. Et je dis de toute façon, un jour, on va tous mourir. Et Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Il ne lui demande pas où était ton président. Où était ton gouvernement? Où était ton église? Où était ta synagogue? Moi, je pense que chacun peut prendre des responsabilités. Mais ce qui est triste, par contre, c'est que quand on parle de génocide, moi, j'ai fait des conférences sur le génocide des Yazidis, et quand on commence à dire qu'un chauffage, ça coûte $40 et qu'une famille va être chauffée tout l'hiver et qu'il gèle à -5 en Irak, là, les gens sont plus du tout partie prenante.
Donc, on peut agir beaucoup plus qu'on ne veut, mais veut-on vraiment agir? Parce qu'aujourd'hui, quand même, Internet, ça amène des problèmes, mais ça amène aussi des facilités d'action. Moi, je dirais, faut appeler des gens à s'engager personnellement, ne pas attendre que leur organisation le fasse à leur place, car les organisations ont leurs limites. Et en plus, un jour, on est jugé sur ce qu'on fait soi-même, pas sur ce qu'a fait l'organisation. Mais très souvent, malheureusement, on nous dit que c'est l'organisation qui compte. Mais en tout cas, on ne peut pas estimer aujourd'hui que la sécurité des uns et des autres ne dépend que de la police et de la justice. On a trop fait ça en 41, 42, 43, et on s'est réveillé avec une catastrophe. Donc, ne déléguez pas votre responsabilité. Moi, je suis optimiste parce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent s'engager. Nous, si on avait de l'argent pour employer le double de jeunes, des jeunes qui veulent travailler là-dessus, il y en a plein. Moi, dans mes étudiants américains, c'est toujours les orienter vers quelque chose qui leur convient le mieux. Et ce qui me surprend, c'est que les familles acceptent que leur enfant s'engage là-dedans. Ce ne sont même pas des métiers où ils vont se faire beaucoup d'argent. Ils pourraient faire des métiers beaucoup mieux en ayant fait Georgetown. Donc, moi, je suis optimiste à cause de la jeunesse. Il y a une jeunesse qui veut s'engager, mais il faut les accompagner pour qu'ils trouvent leur place dans la société. Il faut pas. Sinon, les tueurs, ils savent qu'on dort bien. Et ils savent en gros que si l'attentat se passe à 5000 km de Paris, si ça fait 2 minutes dans les news, ça va être tout. Par contre, bon, si ça se passe à Paris, alors là, ça va tenir quelques jours. Si c'est aux États-Unis, si c'est à New York, c'est beaucoup dans les news. Mais si c'est déjà dans un petit village, une soirée. Donc ils savent ça. Ils savent qu'il y a un genre de consentement au meurtre. Et puis toujours des gens qui vont vous raisonner, vont dire on n'est pas à la même période, enfin, etc. En gros, tant que c'est pas moi, quoi, ou une dame que j'ai connue. Mais ça, il faut vraiment qu'on se réveille. Les meurtres existent en ce moment tous les jours à la télé. J'ai vu encore, il y a eu une bombe à Kaboul hier soir et il y en a une avant-hier. Et on parle de chiffres de 65 morts et de 30 morts ce ne sont plus c'est pas des petites choses, quoi. Donc n'attendons pas que les marées montent. Mais je peux vous dire, vous pouvez faire quelque chose. Vous soutenez notre ONG, on vous dira ce que vous soutenez. Vous voulez en soutenir une autre, on vous orientera. Vous voulez vous battre contre les attentats à Kaboul, moi je peux vous dire quoi faire immédiatement. Vous voulez travailler pour le déminage en Irak, je peux vous aider. Vous voulez éduquer des gens dans un village en Ukraine ou en Pologne, on peut vous aider. N'attendez pas d'être un gros groupe pour faire quelque chose. Moi, vous savez, je suis d'une famille très simple. On n'a jamais attendu d'être plusieurs pour faire quelque chose. Moi, je me suis demandé, un jour, j'ai visité l'Oramé à Getaot, c'est un musée qui est au nord d'Israël. Bon, il y a une carte de tous les camps, mais aussi de pas juifs. C'est un voyage de famille. C'est que des gens de ma famille. Et à ma grande surprise, en silence, chacun s'est levé pour chercher dans quel camp était la personne de sa famille. On s'était jamais même dit ça, et on s'en est jamais reparlé. C'est parce que ces gens ont fait quelque chose. Et quand on faisait quelque chose, ça voulait dire de la toute petite... On était des petites gens. On n'était pas des chefs de résistance et des grands éclats et des grands trucs. Mais n'empêche qu'on a fini dans les camps. Donc, moi, j'y crois. Et je crois à la jeunesse, mais simplement, il faut oser leur dire, il n'y a pas que les vacances à Marrakech, et il n'y a pas que le ski à Megève, et il n'y a pas qu'un bon job pour faire avocat, il n'y a pas, etc. Il y a aussi que tu dois faire quelque chose de ta vie, parce qu'il y a d'autres gens qui vont crever si tu ne le fais pas. Et quand vous dites ça à des jeunes, il y a des jeunes qui se réveillent. Il n'y a pas que le réchauffement de la planète. Il y a un autre réchauffement en ce moment. Moi, je voyage beaucoup. C'est bizarre, hein, vous êtes obligé de survoler un tas de pays. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous survolez, il y a des tas de pays où vous n'atterrissez pas. Vous n'atterrissez pas à Téhéran, vous n'atterrissez pas là, vous n'atterrissez pas là. C'est bizarre que vous devez survoler. Bien évidemment qu'on va de bon pays en bon pays. Mais il y a une autre géographie. Moi, je travaille en Irak et en Syrie. Je peux vous dire qu'il y a une autre géographie. Donc, moi, je dirais, mon souhait, si vous pouvez réveiller une personne dans les générations futures, vous avez gagné. Une personne. Moi, je suis chrétien, on n'était pas grand monde au début. On n'était pas grand monde. Et vous, avec votre histoire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est quand même une seule famille. Vous ne pourriez jamais vous dire le Dieu du peuple juif. En plus, c'est 3 types, en fait, d'une famille impossible, etc. Donc, c'est pas pour rien que vous avez gardé ça et que nous avons gardé ça. Donc, c'est pareil. Qu'est-ce que vous auriez dit à ces 3 gars, Abraham, Isaac, Jacob, vous allez fonder toute une histoire bimillénaire, trimillénaire. C'était qu'une famille. Donc n'attendez pas, ne déléguez pas vos responsabilités. Ce que je dis des fois ne fait pas plaisir à tout le monde, parce que les gens aiment dire non, c'est mon église, c'est ma synagogue, c'est mon parti politique, etc. Et ils se réveillent un jour tout nus. Parce qu'un jour, le parti s'en va, ils vieillissent ou ils font autre chose, et puis voilà, ils sont plus ça. Mais vous pouvez faire, vous pouvez faire. Et moi j'en connais quand même plusieurs d'entre vous ici, vous avez chacun votre chemin personnel. Mais surtout réveillez un jeune. Un jeune. Les Daesh croient à la jeunesse.
Ils ont embrigadé que des jeunes. Hitler croyait en la jeunesse. Il avait fait des jeunesses hitlériennes et à la fin, il se battait partout. Tous les dictateurs croient en la jeunesse. Nous, on ne peut pas dire « Ah non, il faut des cheveux blancs pour s'y mettre ». Non, il faut croire en la jeunesse. Même si vous en formez qu'un, vous avez gagné des dizaines d'années. Merci beaucoup. Merci. Un immense merci au père Patrick Desbois qui... Oui, mais je te promets que dans 5 minutes c'est terminé. Qui donc nous apporte une leçon d'optimisme. Et j'ai envie de vous dire que de toute façon, le peuple juif n'a pas d'autre choix que d'être optimiste et d'être fort. Et avant que vous partiez pour pouvoir acquérir le livre du père Patrick Desbois, je voudrais vous lire quelques lignes qui ont été écrites dans une ville qui est à 3500 km d'ici et qui résument parfaitement cette soirée. Révéler au monde le visage hideux des meurtriers revêtus de faux habits de pureté permet d'espérer que de jeunes générations se lèveront face à des criminels comme les justes se sont levés entre 1941 et 1944. Mes pensées se sont envolées bien loin. Je regarde, j'écoute. Il fait beau ce soir à Jérusalem. Les chants des oiseaux traversent les lauriers en fleurs. Et c'est signé Patrick Desbois. Alors, le livre et un petit pot pour continuer la conversation.